Les couilles sur le réservoir, une émission animée par Doud. Ça va péter! Épisode numéro 10, et surtout épisode final des couilles sur le réservoir. Alors, épisode final de la saison 2, bien évidemment, et je vous le dis tout de suite, on est parti pour une saison 3. Aucune raison de s'arrêter en si bon chemin, ce serait vraiment bête, mais avec cet épisode anniversaire, eh bien c'est le moment justement de se faire une petite pause, tout comme vous qui m'écoutez par exemple sur la route, puisque je vous le rappelle quand même, les couilles sur le réservoir c'est le podcast qui accompagne vos trajets, eh bien on va se poser quelques minutes, on se détend un petit peu la nouille, puis c'est surtout l'occasion de se retourner vers cette année écoulée et de regarder le chemin parcouru, puisque effectivement il s'est passé quand même beaucoup de choses. Alors quand on est en plein dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais justement ce moment où on s'arrête pour regarder un petit peu le chemin parcouru, que là on se dit ah ouais, effectivement. Alors entre ce qui a été prévu, ce qui a été réalisé, ce qui a été annulé, plus tout le reste autour, concrètement aujourd'hui on en est où? D'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte tout ça avec évidemment des anecdotes. Alors oui, je vais vous raconter des choses que j'ai déjà traitées lors d'épisodes précédents, mais là, ça sera sous un angle quand même très différent, beaucoup plus personnel, avec plus mon ressenti, des anecdotes, et puis surtout chapitré, puisque vous me l'avez demandé, vous m'avez dit, Doud, des émissions, ouais, ok, c'est cool, machin, tout ça, mais on aimerait bien que tu chapitres un petit peu sur tous les épisodes qui sont longs, de façon à pouvoir reprendre plus facilement quand on perd. Alors, normalement, cet épisode-là, qui est le dernier de la saison, est le premier qui sera chapitré. Donc, vous retrouverez en chapitrage de cet épisode, en tout cas sur Spotify, tous les événements qui se sont passés, donc tous les événements clés pendant cette année, avec justement le timecode correspondant. Moi, c'est Doud, tu es dans mon émission Les couilles sur le réservoir. Comme je t'ai dit, épisode final de la saison 2. N'oublie pas, tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok @sur le réservoir, mais surtout notre site internet sur lereservoir.fr avec la boutique en ligne, plus tout un tas d'autres choses que je te laisse découvrir. Mais de toute façon, ça, évidemment, on va en reparler dans cet épisode. Sans plus attendre, c'est parti pour le sommaire de cette émission. Je vais commencer par vous parler tout simplement de l'émission. Depuis un an, comment ça a évolué, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On va parler aussi de vous, de l'audience, des réseaux sociaux, d'un petit peu tout ce qui entoure justement ce truc-là. Ensuite, on va passer sur le voyage en France que j'ai fait en août-septembre 2024, avec justement toutes ces fameuses histoires autour de la 750 qui a donné lieu derrière à beaucoup d'autres choses. Donc dans mon malheur, on va voir tous les bonheurs qui se sont réalisés. Ensuite, on va passer sur un truc un petit peu moins drôle. Voilà, les élections américaines en fin d'année 2024. Ça a vraiment été le coup dur, un peu le coup de grâce. Donc ça aussi, je vais revenir vite fait dessus avec un peu les backstage dessous tout ce qui s'est passé, parce que vous avez eu des épisodes en fait sur le moment un petit peu à chaud, et aujourd'hui, comme on est plusieurs mois après, qu'il s'est passé vraiment pas mal de trucs, on va voir si le move que j'ai décidé de changer et d'effectuer derrière était finalement bon ou non. On continuera avec le début d'année 2025, l'achat de la moto, du trail, la Riero Aventura 500. Donc voilà, on en parlera évidemment un petit peu, mais surtout pareil, on va voir si effectivement cet achat était un bon ou un mauvais achat, puisque maintenant j'ai quand même du recul par rapport à ça. C'est aussi à ça que servent les épisodes anniversaires. Et on va avoir juste après mars 2025 avec justement ce voyage en France dans lequel je suis toujours. Et pareil, on va débriefer un petit peu là-dessus, savoir ce qu'il en est, où ça m'emmène, où ça nous emmène, parce que vous êtes partie intégrante de l'aventure. On verra un petit peu ce qui s'est passé justement depuis le temps, donc depuis que je suis venu ici, tout ce qu'il y a eu un petit peu. Et on terminera tout simplement avec juillet 2025, et justement tous les derniers projets qui ont été mis en place, ainsi que ceux que je continue. Voilà, ceux qui ont été un petit peu modifiés, ainsi de suite. Enfin bref, on se fera un petit état des lieux justement de ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, parce que bien évidemment, il y a quand même des choses de prévues. Sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec justement un petit review de l'évolution de l'émission Les couilles sur le réservoir entre août 2024 et août 2025. En un an, l'émission a quand même pas mal évolué, ça depuis quasiment en fait le début, Donc la première année, c'était vraiment un peu la recherche de marque, marque dans le sens
je cherche un peu mes repères, je découvre ce nouveau monde de podcast, de production, d'écriture, de tout ça. Et ensuite, vers septembre, octobre 2024, une fois que ça commençait à être en place, j'ai décidé de fixer une bonne fois pour toutes l'identité visuelle. Ça commençait par ça, donc cette espèce de visuel où on me voit avec un bonnet, les lunettes, le logo dessus sur le réservoir. Donc déjà là, on en reparlera. Le mot couille a disparu. Ça, c'est encore un gros sujet. Je vais en parler justement dans ce petit chapitre-là. Puis toujours sur ce visuel, cette espèce de petit panneau jaune avec marqué Dude dessus, histoire que ça soit identifiable. L'étape suivante, c'était tout simplement de mettre au même niveau d'un point de vue identité graphique, justement, à peu près tous les médias. Donc la chaîne YouTube, le compte Instagram, les différentes plateformes de streaming audio. Alors ça, je vais vous en toucher 2 mots vite fait. Aujourd'hui, vous pouvez écouter le podcast, en fait, partout, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Acast, Amazon. Bref, vous pouvez vraiment l'écouter partout. Comment ça marche vite fait? Je vais vous en toucher 2 mots parce que souvent vous m'en demandez des nouvelles de ça. Eh bien, en gros, moi je poste sur Spotify avec Spotify Creator de mémoire et c'est diffusé sur les plateformes. Donc moi j'ai fait les demandes de façon à ce que ce soit diffusé sur Amazon, Apple Podcast et Deezer, mais comme ça fonctionne avec ce qu'on appelle un flux RSS, souvent c'est même repris par d'autres plateformes à qui je n'ai absolument rien demandé, mais voilà, comme c'est public, eh bien c'est rediffusé derrière. Ensuite, j'ai aussi fait la manip pour que ce soit rediffusé automatiquement sur la chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment histoire d'être présent, puisque sur YouTube, c'est plus ces shorts, mais ça, je vais en reparler un petit peu après dans la partie réseaux sociaux. Mais voilà comment est diffusé le podcast aujourd'hui. Donc, il est bien évident qu'à partir du moment où vous mettez à jour l'identité visuelle, il faut derrière... Alors, ça se diffuse en même temps que le podcast. Quand je mets à jour l'identité visuelle sur Spotify, c'est rediffusé partout derrière, automatiquement. Mais il y a des fois des plateformes comme YouTube ou quoi, et ça, faut le faire manuellement. Ensuite, ce qui a changé, c'est le format de l'émission. Quand je dis format, c'est de 2 manières. La première, le format en termes de temps. J'essaye maintenant de faire quand même des épisodes qui soient un peu plus court, un peu plus digeste. C'est aussi l'avantage d'avoir une petite équipe derrière, ça aussi, je vais vous en toucher 2 mots. Comme ça, au moins, ça permet d'écrire des épisodes qui rament un peu moins. Et donc, suite à ça, il y a donc un nouveau format. Donc, en plus des formats classiques, les épisodes vraiment réguliers que vous retrouvez, épisode 1, 2, 3, celui-ci est épisode 10 sur 12. Donc, vous voyez que, voilà, niveau régularité, je suis quand même pas mal parce qu'en fait, il y a, petite parenthèse, il y a 2 mois où il n'y a pas eu d'épisode régulier. C'est les 2 mois où je passais vraiment mon temps dans les transports et j'ai vraiment été pris par le temps. J'ai pas pu produire d'épisodes. Et comme on avait des épisodes, des petits épisodes en rab, les Sapic, des épisodes bonus et tout, on a décidé de poster ça à la place. Et justement, cet autre format aujourd'hui qui est apparu, c'est l'épisode Sapic. Sapic, c'est un petit format en fait qu'on a eu l'idée avec justement l'équipe de mettre en place, puisque à un moment donné, on cherchait tout un tas de sujets à traiter en épisodes réguliers, mais il y avait des trucs qui nous intéressaient pas mal, mais il y avait vraiment pas de quoi en faire même un épisode ne serait-ce que de 20-25 minutes, un truc qui soit quand même un minimum consistant. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas développer un mini format où en gros on exposerait 1 ou 2 histoires pendant 5-6 minutes, donc vraiment moins de 10 minutes, et à la fin avec une petite morale, histoire voilà d'avoir une sorte de petit retour karma là-dessus. Et c'est comme ça qu'est né l'épisode, le format en fait Sapic, avec tout un tas de petites histoires un peu absurdes, le genre de truc qu'on peut lire un peu sur des sites de buzz. On essaye quand même toujours de sourcer, de vérifier au moins la véracité des trucs, pas faire le coup du source YouTube ou source Facebook, TikTok. Non, c'est vraiment, c'est des trucs qui viennent d'articles étrangers, pas des tabloïds ou quoi, mais des trucs genre, en France, c'est des articles de 20 minutes, ou à l'étranger, c'est des articles de presse, style, Le Times ou des choses comme ça, enfin des trucs un peu absurdes. On essaye de recouper un peu les sources, histoire de voir si c'est vrai et puis si on voit qu'effectivement derrière c'est un vrai truc, que c'est quand même structuré, c'est documenté et que vous-même vous pouvez aller chercher, on en fait un épisode et puis avec la petite morale derrière et on essaye de traiter ça de façon très léger, très détachée pour justement ne pas derrière rendre ça lourd, pesant et puis des gens qui aient été touchés par ça se retrouvent un peu impactés.
Donc c'est pour ça, on vient pas s'éterniser sur le pourquoi du comment, machin, tout ça. On relate le truc, on fait la petite morale avec un ton léger et puis on passe à autre chose. Voilà, ça évite après derrière d'avoir à justifier de tout un tas de choses. Donc c'est vraiment plus la morale qui nous intéresse que les faits en eux-mêmes. Même si les faits, on essaye d'avoir toujours des trucs qui soient quand même un minimum cocasses. Aussi, depuis tout à l'heure, je vous dis, on fait ci, on fait ça, on écrit ci, on écrit ça. Là, vous allez sûrement me dire, mais Doud, c'est qui? C'est toi et toutes les personnes dans ta tête? Alors non, pas encore. Enfin, quand bien même on serait plusieurs dans ma tête, de toute façon, ça reste moi le chef. Donc voilà, au moins là-dessus, on est fixé. Mais les couilles sur le réservoir, ce n'est plus que moi. On est 3 personnes dans une petite production. Alors, je vais pas dire une boîte de prod parce que c'est une marque au sein d'une société qui fait tout un tas de choses. Mais on s'est monté en fait une petite équipe production et ça depuis la fin 2024 puisque maintenant le réservoir c'est quasiment du temps complet. Alors ça, je vais reparler un petit peu plus tard justement avec l'histoire de la moto, machin, des projets. Mais je me suis aperçu qu'entre ce que j'avais à faire d'un point de vue professionnel, d'un point de vue particulier à côté, machin, tout ça, les déplacements, les voyages et ainsi de suite, les podcasts, si je voulais m'améliorer, rendre un contenu qui soit quand même plus qualitatif, qui fasse un peu plus professionnel et tout, je ne pouvais pas faire ça tout seul parce que j'avais juste pas les compétences. En entrepreneuriat, quand on n'a pas les compétences, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des personnes qui, elles, les ont. Donc c'est ce que j'ai fait et puis je me suis retrouvé avec 2 autres personnes, donc une qui se charge de trouver les sujets, d'écrire, de on va dire de brasser les informations et tout ça, de façon à avoir des épisodes où on va raconter le moins de conneries possible et s'il y a des bêtises de dites, derrière on fera une petite, correction, mise à jour dans l'épisode suivant. Il y a ça, puis il y a une autre personne, qui va s'occuper lui justement de tout ce qui va être, logistique. Bah, parce que derrière, maintenant c'est pas que de l'audio, il y a de la vidéo qui est tournée depuis quasiment 1 an et puis, bah, ça demande aussi de la logistique. Donc c'est une personne de l'équipe dans la boîte qu'on s'est fait, qui s'occupe de ça justement, bah, de voir le matériel vidéo, le matériel audio, commander, envoyer, machin, tout ça, réceptionner. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tout un tas d'autres choses, même, par exemple, la moto avec les documents administratifs, machin, tout ça, les formes juridiques et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est le genre de choses que fait cette personne-là, on va dire, c'est un peu l'assistant, production et ensuite, on a, moi, au bout de la chaîne, qui vient, tout simplement enregistrer et derrière, bah, relire d'abord, les scripts, apporter ma touche perso, sur tout un tas de petits points et puis, enregistrer et faire, une partie du contenu pour les réseaux sociaux et puis, bah, justement «développer» entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire plus analyser, les réseaux sociaux, analyser un petit peu l'Instagram, hein, analyser, TikTok, YouTube, ça, on n'analyse rien parce qu'on s'en occupe zéro et je vais vous expliquer vite fait pourquoi après. Mais, voilà, donc c'est faire un petit peu la veille et puis, surtout trouver justement tous ces shorts et ces réels, que je poste un peu humoristiques sur tout un tas de trucs, genre POV machin ou quand tu vas faire ci, quand tu vas faire ça. Bah, ça c'est, une partie du boulot que je fais parce que des fois c'est des personnes de l'équipe qui me les envoient et qui me disent: «Bah, tiens, on va essayer ça, on va faire ça». Donc voilà, on fait, pas mal d'A/B testing là-dessus. Donc cette petite prod, qui s'appelle 0S Dev pour, 0S Développement, s'occupe même du site internet sur lereservoir.fr. Il y a aussi derrière le merch, les designs, machin, tout ça, enfin bref. Tout ce que vous pouvez voir en gros, qui est, produit et ainsi de suite, donc ça sort principalement de 0S Dev et après, il y a la partie production, mais la, production des produits, hein, des produits, physiques concrets que vous achetez sur le site, où là, c'est fait en France avec des partenaires au Mans, au Havre, à Montivilliers, à Rouen, un petit peu partout, en France. Pour poursuivre justement avec cette histoire de production, il faut que je vous parle des feats qui ont été annulés. Quand je dis des feats, c'est des gens qu'on avait invités, qui nous avaient dit oui et qui après nous ont dit non. Et ça, je me dois de vous l'expliquer parce que c'est quand même assez cocasse. Alors, sachant qu'il y a 2 histoires dans la même histoire. La première partie de l'histoire, c'est que à partir de août 2024, quand on voyait que l'audience commençait vraiment à prendre, que vous étiez vraiment engagés et tout ça, que les likes et tout, enfin les likes sur les applications genre Spotify et tout là, qu'on était bien notés et tout ça,
On s'est dit: «OK, on va commencer à inviter des gens que nous, on apprécie ou même des fois des gens, qu'on n'apprécie pas forcément, mais les choses dans lesquelles elles sont engagées, ça nous intéresse et même des fois qui sont des trucs qui sont contre nos idées». Donc on s'était fait, un listing, de personnes, en politique, notamment donc à l'époque, sur l'année 2024, fin 2024, des personnes qui étaient «engagées» entre guillemets, autour justement moto, voiture, transport et compagnie, avec qui on voulait parler de tout un tas de sujets, notamment ces histoires de ZFE et compagnie. Et après des représentants d'assauts, des représentants de syndicats, de tout un tas de choses, aussi des artistes, sachant que, là où j'habite à Québec, c'est une rue en fait avec justement tous les théâtres, qui sont fréquentés par les artistes francophones et pas que, internationaux. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même une paire. Je veux pas faire la prét le prétentieux, mais justement de discuter avec eux, de prendre un verre à côté, dans le bar, juste à côté. J'avais balancé le bar, mais je veux pas doxer non plus tout le truc. Mais voilà, donc j'avais noué quand même quelques liens, quelques contacts et on s'était dit: «Bon, bah, OK, fine, vas-y, si on peut se faire quelque chose, pourquoi pas autour de tel sujet, discuter tel truc». Puis on s'était fait un petit plan de match et au moment de prendre rendez-vous avec les personnes concernées, eh bien, c'est là où on nous a littéralement, choqués. On nous a carrément dit: «Bah, en fait, ça va pas être possible parce que ci, parce que ça», ou des fois c'est juste: «Bah non, c'est plus possible, on va plus pouvoir». Et on n'a jamais eu de raison concrète directement. En fait, on les a toujours eues de façon détournée. Et la raison, réelle, donc de cette première histoire dans l'histoire, c'est qu'en fait, nous, avec la prod, à chaque fois, on parle de l'émission, le podcast sur le réservoir, de façon courte. On va pas dire les couilles sur le réservoir, on dit toujours sur le réservoir. C'est beaucoup plus facile, plus simple, plus rapide. Et le problème, c'est que les gens qu'on a invités, une fois qu'ils se sont rendus compte que finalement l'émission s'appelait «Les couilles sur le réservoir», là, ils prenaient peur et ils se disaient: «Mais attends, je pourrais ruiner ma carrière» parce que déjà, il suffit qu'on soit filmé ou pris en photo en train de faire un truc un peu borderline, voilà, on peut se faire cancel sur le champ. Alors si en plus on passe dans une émission de podcast qui s'appelle «Les couilles sur le réservoir», qu'est-ce que ça va être, quoi? Donc les gens ont pris peur et ont décidé de tout simplement annuler. Alors je ne pense pas que ce soit, les personnalités en elles-mêmes qui ont décidé d'annuler, mais que ce soit plus les gens autour qui s'occupent de ces gens-là. Parce que les personnalités en elles-mêmes sont quand même des gens qui sont, pirates dans l'âme, comme nous. Voilà, c'est majoritairement et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir affaire à des pirates. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit: «Bon, OK, fine», et vraiment ça a été 100 des rendez-vous annulés. Et la deuxième histoire dans l'histoire, c'est que pour le Rodcast, j'ai contacté, et là de façon vraiment strictement perso parce que c'est moi qui roule, des associations en leur disant: «Écoutez les gars, voilà, est-ce que ça vous dit, je roule et je parle de vous pour récolter des dons». Et donc j'avais visé 2 types d'assauts, des assos qui s'occupent, du bien-être animal, style SPA, machin compagnie, et des assos qui s'occupent, d'enfants, donc style des trucs de cancer ou maladies, longues maladies et compagnie. Et pareil, je discutais: «Bah ouais, j'ai un podcast, ça s'appelle Sur le réservoir, machin, tout ça», et au moment où ces assos se sont rendus compte que le podcast s'appelait Les couilles sur le réservoir, elles m'ont contacté et elles, par contre, ont été vraiment très franches. Elles ont posé vraiment les couilles sur le réservoir en me disant: «Écoutez, dude, c'est très gentil ce que vous nous proposez, mais on est face à un problème. Soit, on ne collabore pas avec vous parce que, bah, votre émission s'appelle Les couilles sur le réservoir, et vous comprendrez très bien que une association qui s'occupe d'enfants ne peut pas s'associer à quelque chose qui inclut le mot couille dedans». Effectivement, c'est pas bête, comme c'est pas faux. Pour les animaux, c'était un peu le même genre, et on m'a dit: «Ou soit dans ce cas-là, eh bien, vous changez le nom», chose qui est parfaitement impossible. Je sais plus combien d'épisodes il y a, une quarantaine de mémoire, je vais pas modifier, retoucher tous les épisodes pour enlever le mot couille, voilà. Je ne vais pas changer ma ligne éditoriale, pour plaire à des assos. Donc j'ai dit: «Bah, écoutez, non, moi je peux pas faire ça, juste parce que ça va contre ce que moi je mets en avant. Il est hors de question que je me censure, pour ça, et maintenant, bah, voilà, c'est ce que moi je propose n'est pas compatible avec ce que vous accepteriez. Donc bah, tant pis, désolé, en tout cas, merci de la franchise». Voilà, ce qui fait que, bah, les collaborations, on a pris la décision que maintenant c'était terminé. C'est aussi pour ça que si vous allez sur lereservoir.fr, il y a un onglet, collaboration commerciale, et quand vous cliquez dessus, c'est marqué qu'on n'en fait pas. Voilà, il y a rien, on ne fait plus, en tout cas, on ne propose plus aucune collaboration. Et si un jour quelqu'un, quelque chose ou quoi, veut collaborer avec nous pour un épisode, pour un événement ou quoi, il devra accepter vraiment le fait que, déjà, l'émission s'appelle Les couilles sur le réservoir, quand bien même la marque, c'est Sur le réservoir, mais je vous rappelle que la paire de cerises, elle est pas là pour rien.
mais que le podcast s'appelle Les couilles sur réservoir, que ça continuera à s'appeler comme ça et pareil, qu'on parlera de tout le temps. Donc maintenant, vous savez, si vous voulez collaborer, c'est pas la peine de nous dire: «On veut bien, collaborer avec vous, mais il faut modifier ci ou enlever ça» et ça ne marchera strictement pas. Alors, petite parenthèse aussi, parce que ça, j'en reparlerai justement un peu plus tard dans la fin de cet épisode. C'est aussi pour ça que justement, je vous disais, on a organisé une petite production, ainsi de suite, parce que tout est en autofinancement. C'est-à-dire que c'est vraiment les activités professionnelles qui financent la partie, podcast. Donc c'est vraiment un coût, c'est vraiment une charge, hein. Il y a aucun retour sur investissement là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on a développé une petite gamme, de merch avec ces fameux abonnements Le Creux Douteux qui sont alors certes, c'est payant, mais c'est vraiment un prix plus indicatif pour le moment puisque ça reste gratuit, pendant 6 mois. Là, si vous allez sur le site, vous avez un code, vous avez 6 mois d'abonnement au Creux Douteux, gratuit pendant 6 mois et quand bien même c'est payant, c'est 1 € par mois. Bon, 1 € par mois quand on voit déjà que ça vous donne accès à 2 magazines qui vous font économiser 20 balles. Voilà, sans parler du reste, parce qu'en plus derrière, vous aurez des frais de port gratuits, des promotions, ainsi de suite. Donc franchement, l'euro, il est vite rentabilisé, ça c'est clair. Et puis je crois qu'on est à 10-12 € à l'année après. Et donc cet abonnement, c'est pas fait pour payer notre Lamborghini, c'est fait justement déjà juste pour payer l'hébergement du site web. Et puis une fois que l'hébergement sera payé, et ben, ça commencera à payer derrière l'organisation du podcast, le merch, machin, tout ça. Donc, vous êtes au courant, voilà, que l'émission est vraiment purement autofinancée, qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de publicité pour financer tout ça. C'est vraiment contre nos valeurs et on préfère, se priver pour continuer, perdurer ce podcast plutôt que de dire, «Bah, on arrête parce que la marque machin, elle a pas voulu nous financer la moto bidule, alors, on fera rien». Voilà, on l'a dit, nous ne sommes pas les petites salopes des marques. Voilà, je pense que vous comprenez aussi pourquoi on ne peut pas travailler avec des assos qui gèrent des enfants. Mais mais c'est ça, je préfère le dire comme ça parce qu'au moins les gens, l'intègrent bien. Mais, oui, on va parler de marques, oui, on va parler, des fois de magasins et tout et puis on va en parler tout simplement parce qu'on a un très bon retour d'expérience avec eux, comme j'en ai parlé pour la moto et ainsi de suite. Donc, ça sera vraiment, la «pub» entre guillemets gratuite, parce que, bah, voilà, on a estimé que derrière, c'est sérieux, c'est fiable, il y a aucun souci. Et si vraiment nous on en parle, c'est que, il y a quand même des années d'expérience derrière. Donc quand je viens dire, «J'ai acheté ma moto chez GLC Moto et vous pouvez y aller», je sais de quoi je parle puisque ça fait, plus de 10 ans que j'y vais. Voilà. Donc en 10 ans, s'il y avait eu quoi que ce soit, je m'en serais rendu compte. Voilà. Christine Sellery, c'est pareil. Donc c'est ça. Maintenant, c'est notre discours. C'est, bah, si on parle de quelqu'un ou quelque chose, c'est que derrière, on est sûr de notre coup. Et voilà, jamais on ne se fera payer, en tout cas pour dire du bien, de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, je le répète, nous ne sommes pas, des salopes à marque. Alors marque, Marques, quand elles sont plusieurs. Et justement, ça me permet de faire une super transition vers, la partie réseaux sociaux puisque, on s'aperçoit effectivement que sur les réseaux sociaux maintenant, les «influenceurs» entre guillemets, donc les gens qui sont dans le monde de la alors pas que de la moto, hein, attention, c'est moto, voiture, dans tous les milieux. À partir du moment où vous avez une audience qui commence à se développer un petit peu et c'est surtout, très vrai dans le monde, visuel, donc dans le monde de la vidéo sur YouTube et bien souvent ces gens-là, ils commencent à pleurer quand l'audience commence à grimper, mais que les marques ne suivent pas parce qu'il faut proposer toujours plus de contenu, machin, tout ça, blabla et que ça leur coûte trop cher et puis, que s'il faut plus pousser à chaque fois les curseurs à fond eh bien, ils aimeraient bien qu'il y ait des marques qui les aident et compagnie. Alors tous ces gens-là, je vous dis, excusez-moi, mais je pense que vous vous trompez de business model pour la simple et bonne raison, c'est que le jour où il se passe quelque chose, que vous faites cancel par votre communauté et je ne parle pas que moto, hein, ça s'est déjà vu dans tout un tas de domaines, hein, dans le domaine de la tech, le domaine un peu lifestyle, machin et compagnie, et bah, vous perdez tout et vous retournez à la case départ, c'est-à-dire Pôle emploi. Maintenant, il y a des business models qui sont complètement différents, où effectivement, l'autofinancement est une option et après, à vous de développer derrière vos produits, vos marques, vos services, votre valeur ajoutée que vous pouvez directement partager avec votre communauté. Apporter justement cette valeur ajoutée-là, en dehors du cadre des marques et de la promotion. Quelqu'un par exemple comme Boiserie, personnellement, je suis vraiment pas du tout un consommateur de son contenu, mais pour avoir vu
des études de cas justement sur son business model, bah, pour moi c'est incroyable ce qu'il a fait et ça marche très bien. Voilà, il a développé sa marque, il a développé ses produits, sa valeur ajoutée et derrière ça finance entièrement son activité. Puis ça, il a su le faire fructifier, ce qui fait qu'aujourd'hui il est plus tributaire des marques du tout. Au contraire, c'est-à-dire que et lui il le revendique, et c'est très, très bien et donc nous, on est vraiment dans cette lignée-là de se dire: «On veut rester indépendant. Si on veut dire que telle marque c'est de la merde et ben, on a envie de dire que telle marque c'est de la merde». Voilà et c'est aussi pour ça que j'ai très peu de réseaux sociaux pour le réservoir, donc pour le podcast. Le principal, c'est Instagram, compte privé fermé, petite communauté. Alors, souvent vous me dites: «Oui, mais Doud, il faudrait que tu ouvres publiquement ton compte Instagram de façon à, faire grossir la communauté, faire plus de vues, plus d'audience, machin, tout ça». Sauf que les gars, je sais quand même très bien ce que je fais. Si le compte est privé et reste privé, c'est que moi, avoir une grosse audience ne m'intéresse pas. Si je veux avoir une grosse audience, entre guillemets, bah, je regarde, tout simplement les chiffres d'écoute du podcast ou je regarde un, TikTok, par exemple. Là, j'ai, ouvert TikTok il y a quelques mois. Je vous laisse aller voir sur TikTok, hein, @sur le réservoir. Oui, les shorts font des vues. La dernière que j'ai postée justement avant-hier a fait, plus de 100 000 vues. Il y a 2 000 et quelques likes, une centaine de commentaires, mais voilà, c'est rien parce que c'est juste et je vais vous dire un truc, c'est que quand on regarde les statistiques, les gens mettent un like sur la vidéo entre 0 et 1 seconde. Ça veut dire qu'ils ne regardent même pas les 10 ou 20 secondes de la vidéo, ils likent dès le début sans savoir le contenu complet. Donc moi, si vous voulez, une audience pareille, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'y suis présent pour que le nom s'incruste dans la tête des gens et qu'après, s'ils entendent parler ou quoi, ils se disent: «Ah ouais, je l'ai déjà vu, machin, tout ça». Ou qu'ils aillent voir, pour les plus curieux, le podcast et qu'ils l'écoutent. Donc là, je sais que les gens qui vont faire la démarche d'aller, chercher et trouver ce truc-là, des gens qui vont être intéressés et moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent aussi, des gens avec qui je peux échanger derrière. Donc c'est pour ça que le Instagram, j'ai gardé TikTok vraiment histoire de c'est vraiment histoire de faire du clic, du like, de la vue et puis de dire: «Bon, bah, voilà, on est sur TikTok, fine», mais on ne retrouve pas du tout le contenu Instagram dessus. Et si vraiment vous voulez voir, les coulisses, voir, plus le côté perso, machin, tout ça, ça reste Instagram. Voilà et l'avantage, c'est que sur Instagram, le fait d'être, comme ça, une petite communauté, de quelques milliers, eh bien, ça permet de pouvoir échanger, discuter, d'avoir vos retours sur des épisodes et tout et puis de pouvoir au moins s'entendre et s'écouter. Alors que si, je vous encourage à aller voir sur, TikTok, la vidéo avec les CRS que j'ai postée qui a fait, 100 quelques mille vues avec une centaine de commentaires. Et je vous encourage à aller lire les commentaires pour voir un petit peu comment ça se passe, justement, pour les gens qui ouvrent comme ça leurs réseaux sociaux et vous comprendrez pourquoi ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais juste à voir ça et on comprend tout de suite. Concernant, YouTube, alors là, YouTube, bah, c'est pareil, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment j'y suis pour y être. C'est histoire vraiment d'avoir une ligne en plus sur Google quand on tape le nom du podcast. Mais, les vidéos, enfin les épisodes de podcast qui sont repris sous forme vidéo font pas de vues parce qu'on s'en fout complètement. On ne pousse pas du tout là-dessus. De toute façon dans les épisodes, on n'en parle jamais de YouTube, très, très peu. Sur Instagram, c'est pareil, jamais, jamais je mets en avant, YouTube. YouTube, on poste aussi les shorts dessus. Les shorts font entre 500, 1000 vues. Souvent ça fait de la vue quand c'est des sujets d'actualité, genre les ZFE et tout. Donc pareil, là, c'est histoire de ramener des gens, qui sont potentiellement intéressés par ce qu'on propose. Mais, notre terrain de jeu favori, c'est quand même Instagram. Et sur Instagram, en plus, j'ai fait, tout un tas d'A/B testing, là, ces derniers mois. Et je vais vous donner tout de suite mes résultats parce que j'ai rien à cacher, hein. Eh bien, sachez que quand je poste une story brute, genre je prends un réel, je le poste en story comme ça, il va quasiment pas faire de vues. Quand je dis pas faire de vues, c'est qu'il va faire 200-300 vues, maximum. Ratio, vues, nombre de followers qui est pas fou. Par contre, quand je mets juste un texte en story, on est à 75-80% du nombre de mes followers en termes de vues, ce qui est complètement dingue. Et donc après, j'ai essayé de faire un autre A/B testing en combinant les deux, en mettant d'abord du texte et ensuite, la vidéo et on retombe sur les chiffres de comme si j'avais mis du texte. Donc Instagram, me permet justement de tester pas mal de choses, puis d'avoir vos retours surtout là-dessus et de voir un petit peu, eh bien, ce qui peut fonctionner ou pas. Sachant que c'est complètement décorrélé, de Spotify, enfin de l'émission de podcast parce que je sais que, mon audience en podcast n'est pas celle que j'ai sur Instagram. Il y a des gens qui me suivent sur Instagram qui n'écoutent aucun podcast et des gens qui écoutent les podcasts qui ne mettent pas un pied sur Instagram, qui ont même pas de compte. Donc voilà, ça permet, simplement d'être présent et puis tout simplement de dire: «Bon, bah, voilà, je suis là». Je vais terminer cette première partie justement en vous parlant de ce que je vous ai teasé un petit peu avant, en vous disant: «Bon, bah, voilà, il y a aussi de la vidéo», ainsi de suite. Donc
Oui, il y a de la vidéo qui est tournée depuis maintenant 1 an, qui a été tournée en Amérique du Nord, en France, en Europe, là où j'ai mis les pieds, en gros. Ça continue. Encore hier, je tournais, pendant que j'étais sorti avec la moto. Et donc, ces vidéos seront à retrouver sur le site internet exclusivement. Pourquoi? Toujours parce que, comme je vous ai dit, je ne veux pas que ce podcast, cette émission, cette marque soit quelque chose de vraiment grand public. Nous, on veut que ça reste confidentiel, que ce soit une communauté à taille humaine avec qui on peut échanger et l'avantage aussi que j'ai en ayant une communauté comme vous, eh bien, c'est que derrière tous les haters, les rageux, machin et tout, bah, il y en a pas. Il y en a pas parce que vraiment c'est des gens, s'ils viennent, bah, ils viennent pour ce qu'on propose. Ils doivent ouvrir la porte justement avec ces comptes privés, machin, tout ça. Et c'est arrivé, hein, qu'il y en ait un ou 2 qui me disent: «Ouais, mais là, tu as dit ci, tu as dit ça, machin». Je dis: «Écoute mec, de 1 tu pas obligé d'écouter et de 2 tout est privé, donc si ça te plaît pas, tu as juste à te désabonner, tu verras plus rien». Et c'est ce qui s'est passé, puis voilà, c'est pas aller plus loin. Donc l'avantage, c'est ça, c'est de se dire: «Bon, bah, moi, je veux que le contenu que je produise, touche directement ma communauté et que les gens qui en ont rien à foutre ne le voient même pas passer». Donc c'est pour ça que, j'ai décidé que toute la partie vidéo ne sera disponible que sur le site surlereservoir.fr et exclusivement réservée aux abonnés du Crew Douteux. Comme ça, seulement les abonnés pourront avoir accès à cette partie, vidéo. Alors techniquement, ça sera posté sur YouTube en non référencé, ce qui fait que ça ne figurera pas, sur, le YouTube, classique. Mais par contre, vous pourrez le visionner sur le site internet et tous ceux qui sont abonnés au Crew Douteux recevront une notification avec un lien où ils cliqueront et ils tomberont directement sur la vidéo, soit sur YouTube ou soit sur le site. Ce qui fait que là, pour moi, en fait, ça me permet tout simplement de ne pas avoir à me préoccuper de: «Oui, mais est-ce que l'algorithme ci ou ça, me faire censurer, démonétiser, machin blabla». Non, j'ai même pas besoin d'y penser parce que c'est privé. Je dis ce que je veux dans la mesure du légal, hein, bien évidemment et du raisonnable, mais au moins, contrairement à d'autres, j'ai pas besoin de me soucier de: «Oui, mais est-ce que je vais être vu? Est-ce que si ou ça?» La vidéo a fait 10 vues, bah, ça fait 10 vues, bah, c'est au moins je sais que les 10 personnes qui l'auront vue, c'est 10 personnes qui auront regardé ça du début jusqu'à la fin et peut-être avec qui on en parlera pendant, 2-3 heures derrière. Donc moi, je préfère de loin ça, plutôt que de faire des milliers de vues et que les gens, ils mettent en commentaire, «Ah là là, ta moto, la couleur, elle est pas belle». Bon, voilà, moi ça c'est non systématiquement. Et honnêtement, pour en avoir discuté justement avec, des personnes qui sont dans le monde de la création, que ce soit podcast, vidéo et tout, et je vais terminer avec ça. Le monde, de création, dans la création vidéo, audiovisuelle est beaucoup plus impitoyable que le monde de podcast. Le monde déjà, les chiffres sont pas les mêmes, l'audience est pas la même, la répartition des audiences n'est pas la même. Un podcast, en fait, vous le sortez, bah, dans les premières 24 heures, vous faites pas forcément beaucoup d'écoutes. En fait, les écoutes se font dans la longueur. Moi, mes émissions, quand je les sors, vous les écoutez, en fait, des fois, 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois après. Et c'est pour ça que je ne traite pas de sujets vraiment purement d'actualité, du moment, vraiment des trucs, H0, mais que j'essaye de faire des émissions qui peuvent s'écouter, des fois même 6 mois, 1 an après, voilà, qui n'est pas vraiment d'accroche dans le temps et contrairement à la vidéo, notamment sur YouTube où, les gars, qui postent, si dans les 24-48 heures, ils n'ont pas fait 70 des vues, les mecs, ils dorment pas pendant 15 jours, quoi. Et moi, ça, c'est moi, je me dis: «Mais putain, les gars, vous êtes fous au point de vous infliger ça, quoi, c'est complètement dingue». Ou pareil, si, s'il y a pas de marque, pas de financement, pas ci, pas ça, les types, ils sont, sous Xanax parce que ça marche pas, quoi. Donc bon, je préfère rester comme je suis, vous comprendrez très bien. Pourquoi je préfère rester justement confidentiel avec mon audience, ma petite communauté. Au moins ça permet d'échanger, d'avoir du retour et je préfère avoir une communauté où quasiment 90 des gens seront intéressés par ce que je fais, plutôt que d'avoir une communauté beaucoup plus grosse et toucher que 10-15 voire 20. Parce que ça aussi, il faut pas oublier que d'un point de vue, algorithmique, à partir du moment où vous avez une grosse communauté, mais que seulement une, infime minorité consomme votre contenu, bah, en fait, l'algorithme, il se dit: «Beh, ça intéresse personne, donc vous êtes pénalisé». Voilà, c'est le problème. J'en ai fini, je pense, pour cette première partie. Il y en aurait encore beaucoup à dire, mais bon, là, c'est bon, ça fait, maintenant plus de 30 minutes que j'en parle. Je pense que ce sera la partie la plus longue, hein, de cet épisode. Mais voilà, si après vous voulez qu'on en discute pareil en off, hein, il y a aucun souci, sur Instagram @surlereservoir, c'est là où vous pouvez me trouver. Maintenant, on va enchaîner avec, ce premier voyage que j'ai effectué en France, en août-septembre 2024 et qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. On va parler effectivement, on va revenir sur tous ces déboires que j'ai rencontrés avec la 750. Comme pour tout le reste, ça, il y en a eu un épisode complet où j'en parle en long, en large, en travers. Donc je ne vais évidemment pas revenir là-dessus, hein. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez y aller. Il y a même eu un épisode bonus
où dedans je parle justement de tout ce qui est, problème, électrique, recherche de panne et tout ça sur une moto et qui peut s'adapter après à n'importe quel véhicule. Moi, ce que je vais, simplement voir avec vous ici, c'est un petit peu les à côté et aussi, bah, depuis un an justement, toutes ces réparations et tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode, visiblement, il vous a beaucoup plu. Vous avez été très nombreux à l'écouter et l'épisode bonus également, ce qui est quand même rare parce que d'habitude les épisodes bonus, c'est vraiment un peu plus le côté technique qui vient être creusé, sur un truc particulier, donc ça ne s'adresse vraiment pas à tout le monde. Mais là, je pense qu'en fait, ce truc, il vous a touché parce que vous avez été nombreux, concernés et aussi à m'envoyer des messages, donc à me dire, «Bah, écoute, moi aussi ça m'est arrivé, je devais partir, en petit road trip avec, mes amis, machin, tout ça, puis au dernier moment, j'ai dû les suivre en bagnole parce que la moto était en rade» et ainsi de suite. Donc c'est arrivé apparemment à pas mal de personnes et un peu comme dans les moments de rupture, le fait, de savoir que d'autres personnes, que ça arrive à d'autres personnes quasiment au même moment ou quoi, souvent on se sent un petit peu moins seul et au moins on se dit: «Bon, bah, finalement ça n'arrive pas qu'à moi». Bon, je vais faire une petite parenthèse. Concernant les ruptures, c'est comme générer son premier million de chiffre d'affaires, c'est toujours le premier le plus difficile, après ça va tout seul. Et c'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est parce que des fois le simple fait de partager, ses expériences fait que, bah, quand, la personne va écouter, elle, souvent elle se dit: «Merde, je suis sûrement le seul connard à qui ça arrive et tout ça». Puis en fait, en écoutant des podcasts ou en regardant même des vidéos, hein, c'est pour ça que les vidéos vlog et tout fonctionnent bien, et on se dit, «Ah bah non, en fait, je ne suis pas du tout le seul à qui ça arrive, donc finalement, ouf, je suis quand même quelqu'un de normal». Et pour en revenir justement à cette partie, galère, moto et tout ça, aujourd'hui, 1 an après, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné et ça a tenu. Pourtant, je partais vraiment de très loin. Alors, j'avais quand même un minimum que beaucoup même, m'envient, c'est-à-dire que j'avais un garage avec de la place, une dalle en béton, 4 murs, un toit et vraiment pas à plaindre parce que j'étais à l'abri, hein. Bon, sachant qu'en plus j'étais au mois d'août-septembre, donc ça va, c'est pas comme s'il faisait -40. Mais déjà, j'avais ce minimum qui, pour moi, est un luxe parce que je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté qui m'ont dit: «Bah, moi, je fais ça dans les cailloux devant chez moi ou en bas de mon immeuble» et bah, j'ai fait ça aussi, hein. J'ai fait du bricolage sur cette moto, en bas d'un immeuble, bah, pendant le Covid, donc je sais ce que c'est de travailler, dans ces conditions-là. Mais voilà, j'avais la chance d'avoir ça, donc j'avais, en termes d'outillage, vraiment le minimum. J'avais juste gardé de mon ancienne vie, la servante, deux trois trucs, mais j'avais même pas de visseuse ni de perceuse, j'avais rien de tout ça, rien. Donc il a fallu que je me rééquipe et en plus que je me rééquipe avec de l'outillage un peu spécialisé parce qu'il a fallu ouvrir le moteur, le refermer, machin, tout ça, extraire tout un tas de choses. Enfin bref, écoutez l'épisode, ça a été à un moment donné, c'est devenu une vraie boucherie. C'était un putain de carnage, mais j'y suis arrivé, voilà, par chance. Sachant que, effectivement, après, il y a eu l'histoire de panne et tout ça, et vous étiez beaucoup à me dire: «Mais vas-y, mets ça de côté, laisse tomber, au pire, tu la revends, pour pièce ou quoi, puis, occupe-toi de la nouvelle». Alors, je vais vous expliquer vite fait pourquoi, je ne peux pas et je ne veux pas m'en séparer, et vous allez très vite comprendre à travers 2-3 petites anecdotes. Mais aujourd'hui, la moto, et bah, écoutez, apparemment, le travail était plutôt bien fait parce qu'un an après, je roule, je vais pas dire tous les jours, mais 3-4 fois par semaine avec. La moto, je continue à lui mettre des bornes. Voilà, elle fonctionne du feu de Dieu. Mais alors vraiment, hein, c'est, je vous rappelle vite fait, hein, 750 cm3, 1982, 4 carburateurs, donc synchro, tout ça, vraiment à l'ancienne, hein, refroidissement par air, c'est à l'ancienne. Mais bah, je vais vous raconter le démarrage, ça dure 5 secondes. La seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est que la batterie soit chargée puisque, voilà, hein, on sait que la dernière fois, ça a été un petit problème ce truc-là. Mais en gros, vous mettez le starter, le réservoir d'essence sur prime. Alors, ceux qui sont nés en 2010, je vous explique, les motos des années 90 à peu près, hein, plus ou moins 10 ans, c'était des carburateurs, donc il n'y avait pas de pompe à essence. Alors, il y en avait sur les motos un peu plus récentes, mais les motos un peu anciennes comme ça, c'était vraiment ce qu'on appelle alimentation par essence par gravité. C'est-à-dire que c'est le réservoir d'essence qui était au-dessus du moteur. Vous ouvrez le robinet et puis l'essence coule par gravité. Alors souvent, il y a une pompe à dépression, hein, qui permet de faire le on-off un peu du robinet, qui permet aussi d'envoyer un petit peu de jus, mais il n'y a pas vraiment de pompe électrique comme dans dans un moteur à injection. Et donc, il y a 3 positions sur ces motos-là, sur ces motos anciennes. Vous avez donc on, vous avez réserve, où là, quand le moteur se met à brouter, vous passez sur réserve et vos minutes sont comptées. Et ensuite, il y a une troisième position
qui s'appelle Prime. Et Prime, en fait, ça veut dire que là, vous êtes ouvert en direct. Vous êtes ouvert, ça coule et ça permet de vidanger son réservoir qu'on a besoin et surtout d'amorcer les carburateurs quand ils sont vides. Donc vous mettez sur Prime, on met le starter, un coup de démarreur et ça part. Et c'est vraiment ça part. Hein. Je ne vous fais pas de mytho. Qu'il fasse 0 degré ou 30 degrés, la moto est d'une fiabilité exemplaire. Alors, je vais pas me jeter les fleurs uniquement à moi, c'est parce que aussi cette moto-là, la première fois que j'étais rentré chez moi en Amérique du Nord, je l'avais laissée à mon associé qui en a pris un soin exemplaire. Il a tout démonté, tout refait, changé les joints de carbu, machin, tout ça. Et donc cette moto-là a toujours été dans des mains qui ont pris soin d'elle. Et voilà, ça prouve qu'à partir du moment où vous vous occupez correctement d'un véhicule et que vous le suivez un minimum, il vous le rend en fait. Voilà, il y a rien de surnaturel ou quoi. C'est simplement une évidence de maintenance. Je vais refaire un peu mon prétentieux, mais dans l'aéronautique, c'est pas pour rien qu'on vous colle des maintenances très régulières. C'est toutes les 50 heures, ou tous les 6 mois, ou tous les X temps, ainsi de suite. Parce qu'on sait que un véhicule, tel qu'il soit, un bateau, un avion, un skateboard, une voiture, à partir du moment où vous suivez son entretien, que vous suivez son usure, eh bien, il est toujours au top de sa forme. Eh bien là, c'est le cas. Là, aujourd'hui, un an après, le fait d'avoir changé la roue libre, avoir changé le capteur de neutre, machin, tout ça, la moto fonctionne super bien. Elle a ses petites révisions tous les 6 mois, son petit changement d'huile tous les 6 mois pour vérifier l'usure de la boîte, l'usure du cardan, l'usure des pignons, les jeux, machin, tout ça. Changement d'huile du cardan, pourtant ça c'est un truc qu'on fait tous les 200 000 km, mais voilà, moi je considère que de toute façon l'huile elle est là, ça va me coûter genre 50 balles d'huile par an. Donc un entretien comme ça régulier, c'est bien parce que la moto, même si je l'utilise 2-3 fois par semaine, j'ai envie que quand j'appuie dessus ça démarre et j'ai pas envie qu'elle me refasse le coup de la dernière fois où j'ai mis un coup de démarreur et ça a tout cramé quoi. Donc là, niveau fiabilité, eh bien ça y est, on est arrivé je pense à un point d'équilibre où tout est ok. Alors, il persiste un micro-problème. Désolé pour le rum-rum, il sera laissé au montage parce qu'on va pas se fatiguer avec ça. Ce micro-problème, c'est qu'il y a une fuite d'huile. Une goutte d'huile tombe du capteur de neutre tous les mois. Voilà, parce que c'est un capteur de neutre qui avait été acheté en urgence sur Amazon. Petit rappel vite fait, le capteur de neutre était complètement foutu sur la moto d'origine et en fait il tenait avec de la pâte à joint. Comment? Je sais pas. Mais depuis tout ce temps, moi je pensais qu'il était vissé normalement. Non, il était juste collé avec de la pâte à joint. Donc j'ai eu un méga coup de bol que ça tienne parce que quand j'ai démonté le moteur, j'ai tiré juste en mettant juste la douille sur le cul du capteur de neutre. La douille est partie avec le cul du capteur de neutre. Il s'est décollé tout simplement. Donc ça voulait dire qu'à n'importe quel moment, ça aurait pu se décoller pendant que je roulais. Je vous rappelle quand même que j'ai fait plusieurs road trips de plusieurs milliers de kilomètres avec en 2023. Donc, on va dire que là, j'ai vraiment eu énormément de chance. Et ce qui fait que donc je l'ai changé et puis moi je pensais qu'il était juste malade et que j'allais pouvoir le réparer comme j'ai déjà fait un capteur de neutre, c'est un cylindre avec une petite aiguille, un ressort et puis voilà, terminé. Sauf que pas du tout, donc j'ai dû en recommander un en express sur Amazon, pareil à l'aide d'une autre personne qui a commandé pour moi puisque à l'époque, mon compte Amazon était bloqué. Pourquoi? Je sais pas. Aujourd'hui, tout refonctionne. Bon, c'est comme ça. Mais c'est aussi, peut-être qu'un jour, j'en reparlerai de cette histoire de vérification d'identité Amazon qui malgré tous les documents, les selfies et compagnie, vous dit non, désolé, c'est pas vous. Bon, d'accord. Bref, fin de la parenthèse. Mais donc, je reçois ce nouveau capteur de neutre, je le monte et pareil, écoutez l'épisode, vous saurez ce qui s'est passé après. C'est complètement dingue. Voilà, j'ai perdu du temps en tabarnak, c'était de la folie. J'ai dû en recommander 2 derrière, j'en ai pété 2, enfin bon, ça a été vraiment l'enfer. Et ce qui fait que ce contacteur de neutre qui est vraiment une copie d'une copie d'un reliquat chinois fait que quand l'huile est chaude, en fait, ça suinte le long de la tige du contacteur et donc le long de la cosse au bout. Je pense que c'est pas étanche entre l'isolation électrique du neutre masse et puis du plus, enfin du plus du pôle interne. Et donc ça suinte légèrement. Donc c'est une goutte qui tombe. Donc la moto, en fait, il y a un carton dessous justement pour regarder ça. Et oui, allez, c'est une goutte par mois et puis une fois que l'huile refroidit, en fait, la viscosité fait que, ça l'étanchéité revient. Sinon, tout le reste, écoutez, rien à dire, vraiment rien à dire. Même les pneus, pour vous dire,
Cette moto-là, elle a des chambres à air, donc je vérifie quand même de temps en temps, les pneus. Ce que je fais, en fait, pour faire travailler un peu le caoutchouc des chambres à air, je vide un peu, les pneus à un bar et puis je regonfle doucement derrière. Comme ça fait travailler un petit peu les chambres à air et puis au moins si à un moment donné la chambre à air est fatiguée, elle doit éclater, elle éclatera à ce moment-là et elle éclatera pas pendant la route. Alors maintenant, pourquoi je ne me sépare pas de cette moto? Pourquoi je refuse de vous la vendre aussi? Parce que vous me la demandez, hein. Ça, il faut que je vous raconte quand même 2-3 trucs. C'est que, depuis longtemps, je suis habitué à faire mes propres motos moi-même. Donc, qui dit, moto perso dit moto un peu atypique. Évidemment avec des sons qui sont, bon à l'époque le son était, je vais pas dire ça faisait du bruit. Voilà, c'était pas, ça faisait plus de bruit que c'était agréable. Ce qui fait que déjà, quand vous êtes en ville ou quoi, les gens se retournent pour voir d'où vient le bruit, hein, ce qui est normal, c'est dans l'évolution de l'homme pour essayer d'éviter un danger potentiel et en dehors de ça, les gens quand ils voient une moto un peu atypique, ils sont comme: «Ah mais c'est quoi?» Ils posent des questions et tout ça et cette moto-là ne dérange pas la règle. Vraiment, là la semaine dernière, je suis sorti avec, plusieurs fois. Je suis allé faire le plein, des courses, machin et tout et à chaque arrêt, les gens vous questionnent et quel que soit l'âge. Les enfants, ils entendent alors évidemment, c'est un 4 cylindres en ligne avec un pot Yoshimura, les carburateurs à l'air libre et tout ça, donc une sonorité qui est quand même pas dégueulasse. Donc vous avez les gamins qui vous font un signe de la main, mettre un coup de gaz et tout, donc ça, c'est vraiment cool quand on voit un petit kid comme ça qui fait ça, c'est marrant. C'est moins marrant pour les gens qui sont à côté parce que résultat, ils font un saut de 50 centimètres. Mais après, il y a d'autres personnes et là, dernièrement, la dernière qui m'est arrivée, c'est hier, pareil, hier je suis retourné à la station essence parce que je vous rappelle quand même que ça consomme, ça a la consommation, d'une prostituée du bois de Boulogne. Donc, on est quand même sur plusieurs litres, à l'heure. On est là, c'est vraiment la consommation d'un moteur Continental, quoi et donc le truc, c'est que, les gens viennent vous voir en disant: «Mais c'est quoi? J'ai l'impression de connaître» et tout ça, parce qu'ils voient que c'est marqué Yamaha sur le moteur, mais la moto en soi ne ressemble à rien d'une Yamaha. Puis évidemment, parce que c'est full custom et donc c'est là où justement, cette moto est un lubrifiant social incroyable. Quelle que soit la personne, quel que soit le sexe de la personne, c'est vraiment, même des fois des wesh. Je vais voir, souvent je vais voir un ami qui est dans un quartier relativement chaud, dans le coin et même, des wesh qui font des rodéos avec, des motos de cross et tout, ils s'arrêtent, puis les gars ils disent: «Ouah, c'est quoi ta bécane et tout, ça a de la gueule machin, tout ça, on fait un run» et non, déjà non, non parce que j'ai pas envie. Non, non, c'est déjà toi tu as pas de casque, moi j'en ai un, donc j'ai pas envie de faire la course avec quelqu'un qui est même pas équipé. Donc le truc c'est ça, c'est que vraiment cette moto, fait tourner les têtes et c'est pas que j'aime me faire regarder, pas du tout, mais j'aime que les gens, profitent de cette moto-là. J'aime les gens qui s'interrogent, se questionnent, viennent regarder, viennent, chercher les détails parce que la moto est blindée de détails. Si vous l'avez vu un peu, quoique elle est pas trop sur Instagram, mais il y a énormément de choses en fait sur la moto, malgré le fait qu'elle soit ultra minimaliste. Il y a vraiment énormément de choses. Beaucoup de travail a été fait sur la selle, sur les sacoches, mon associé qui a fait un boulot extraordinaire. Decathlon, quand ils voient les gens avec des sacoches Riverside sur la moto, ils se disent: «Mais c'est une marque Decathlon, comment vous avez foutu ça?» et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une moto qui questionne et rien que pour ça, juste le fait, de la sortir, de la démarrer, ça fout le sourire. Le fait de discuter avec les gens de ça, il y a jamais quelqu'un qui m'a dit: «Oh c'est moche, c'est ci, c'est ça». Je m'en fous, mais les gens, oui on m'a dit: «Oh, la déco c'est pas trop mon truc», mais alors par contre ce qui a été fait autour, c'est incroyable quoi et voilà, puis le fait que de toute façon la moto d'origine, personne la connaît. 750 XJ CK, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens savent ce que c'est une XJ900, il y en a eu beaucoup, mais la 750 ils la connaissent pas. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que c'est une moto qui fout le sourire à toutes les personnes qui la regardent et justement, je peux vous donner une dernière petite anecdote, c'est que, il y a de ça 2-3 semaines, je me faisais une balade, j'arrivais, dans une ville, j'étais à un feu, puis à côté de moi donc moi j'étais sur la voie du milieu pour aller à gauche et puis il y avait une voie à droite pour aller tout droit ou à droite et donc comme il faisait beau et tout, les gens avaient les fenêtres ouvertes et puis il y avait une voiture à côté de moi. C'était une Citroën je sais pas quoi là, un vieux truc et le gars qui était à la fenêtre, je pense, j'entendais sa femme à côté qui était en train de lui hurler dessus. Et lui, il était le bras par la fenêtre en train de regarder justement la moto. Et puis moi, je le voyais parce que je regardais le feu qui était à ma droite et sa femme, j'entendais hurler, mais je sais pas quoi. Et je voyais que le gars, il regardait la moto, il regardait le moteur, la roue, il essayait de chercher ce que c'était sûrement. Et puis à un moment donné, il y a sa femme qui lui a mis un
coup de coude, mais alors, et le type, il a sauté, mais je l'ai vu, j'ai vu le coup de coude partir, vraiment dans ses côtes, et le gars sauter et hurler, faire waouh. Je- Et là, je pense qu'à mon avis, lui, la moto, il s'en rappelle. Je pense que la moto, elle a laissé une trace en forme de bleu sur les côtes côté gauche, côté droit. Voilà, c'était assez drôle de voir que j'ai pu lui donner une petite pause. Alors certes coûteuse, mais une petite pause en tout cas, dans son feu rouge là. Mais visiblement, c'était pas au goût de sa compagne. Enfin bref, aidé comme ça, j'en ai à l'appel avec cette bécane. Donc vous aurez compris pourquoi je ne m'en sépare pas, pourquoi je ne la revendrai pas. Pourtant, vous m'avez proposé, il y a 2-3 personnes qui m'ont proposé quand même des prix un peu indécents. Je pense pas que ce soit des offres qui étaient réellement sérieuses, mais en tout cas, voilà, donc cette moto est et restera dans mon garage. Je vais terminer cette partie aussi avec une autre petite anecdote quand même, parce qu'on est là pour ça, même si j'en avais touché 2 mots justement dans les épisodes. Quand je vous dis aussi que souvent, quand vous faites des plans, vous préparez des choses et puis que bah, finalement, ça tourne pas du tout comme vous voulez, que soit c'est annulé, ça tombe à l'eau ou il en manque la moitié ou quoi. Ne venez pas vous rouler en boule et pleurer toutes les larmes de votre corps, ça sert à rien. La preuve, c'est que finalement, souvent, ça peut vous emmener vers autre chose de complètement différent, d'inattendu. Je le martèle, je le matraque parce que souvent les gens s'enferment un peu dans leurs problèmes et ne voient pas derrière les problèmes ou les absences, les possibilités qui s'ouvrent. Et là, ça en était vraiment une grande parce que tous les problèmes que j'ai rencontrés avec cette moto, bah, finalement, ont fait que je suis pas parti comme je voulais. Je suis pas parti, donc je suis allé à cette fameuse fête de la moto et c'est là où j'ai vu le trail, l'Aventura 500. Et puis bah, finalement, si aujourd'hui tout ça se passe comme ça, que je peux sortir, faire des petites vidéos sympas et tout, faire des belles images, bah, c'est bien parce que j'ai cette nouvelle moto et cette nouvelle moto vient du fait que j'ai eu autant de problèmes avec l'ancienne qui sont maintenant résolus. Donc c'est pour ça, ne lâchez pas. C'est oui, des problèmes, tout le monde en a, oui, des problèmes, tout le monde en résout, mais ce qui fait la différence entre les gens, c'est vraiment ce que vous allez en faire de cette matière-là. Et pour ma part, maintenant, quand je fais face à des problèmes, je me dis, bon, bah ok, fine, ça se passe comme ça, bah on va s'occuper à régler ces problèmes-là, puis en même temps, on va essayer de regarder ce que derrière, ça nous offre comme nouvelle possibilité. Et je vous assure que la vie change vraiment du tout au tout. Alors justement, pour poursuivre dans cette méta des problèmes à résoudre et ainsi de suite, on va parler d'un nouveau problème qui est survenu au cours de l'année, un truc que vraiment on l'avait pas vu venir tant que ça, hein, ben, on va pas se le cacher, et je parle ici de l'élection de Donald Trump. Salut! Savais-tu que plus de 80% des gens qui écoutent ce podcast le font en allant au travail et en reparlent autour de la machine à café avec leurs collègues? Mais c'est pas tout, ils en parlent même quand ils rentrent chez eux le soir. Alors si toi aussi tu apprécies les sujets dont je parle dans l'émission Les couilles sur le réservoir, n'hésite pas à commencer par les 5 petites étoiles parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout à en parler autour de toi et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @sur le réservoir et notre boutique en ligne sur leréservoir.fr. Ça va être une partie qui va être relativement rapide parce que ça a scellé un petit peu l'avenir justement du podcast, le mien déjà en premier, mais aussi l'avenir du podcast, de l'émission, de tout ça, de la moto. Puisque pareil, j'en ai fait tout un épisode, je vais pas revenir dessus, je vais plus vous raconter un petit peu ce qui s'est passé en dessous. En fait, vraiment, nous on était certains que voilà, c'était joué, alors que ça allait être serré, mais en tout cas que Kamala Harris allait passer. Et puis, que ça allait être, je vais pas dire une bonne chose, mais au moins que ça sera pas pire que ce que l'on avait connu avec Biden. Donc on s'est dit: «Bon, entre la peste et le choléra, on va avoir, un petit peu le moins pire et puis on sera tranquille». D'un point de vue, professionnel, c'est même pas on espérait, c'est que tout le monde était persuadé de ce truc-là. Il y avait vraiment que l'univers crypto, parce que Trump, à l'époque, était vraiment pro crypto et l'univers crypto disait: «Ah ouais, si Trump il passe, on va péter tout» et ainsi de suite. Bon, mais d'un point de vue, je vais dire plus d'un point de vue capitalistique, vraiment d'un point de vue investissement et compagnie, on se faisait pas trop de soucis. Et puis, bah, finalement Trump est passé, là, et je vous cache pas que, il y a eu un moment de flottement de plusieurs jours, voire 2-3 semaines. Comme je vous dis, j'ai une compagnie, qui fait, qui est sur plusieurs territoires à la fois et ce truc-là, ça nous a vraiment mis une claque
où plusieurs fois, on a fait des réunions où on s'est dit: «Mais en fait, on fait quoi?» Et on sortait de la réunion, on n'avait pas de réponse. Et quand on interrogeait même des fois, nos concurrents, des partenaires, même des concurrents et tout, alors c'est marrant parce que ce truc-là a noué des liens insoupçonnés, enfin, un peu même, contre nature, mais on n'avait pas de réponse, en fait. Et cette incertitude a fait qu'on a dû prendre des décisions sur des choses qu'on ne pouvait plus maîtriser ni prévoir. Parce que d'origine, alors certes, tout ce qui est investissement, bourse et compagnie, par principe, est basé sur l'incertitude et l'inconnu, mais il y a quand même des choses qu'on peut maîtriser et on peut quand même donner des directions. Et là, c'était vraiment pas le cas parce que dès le début, Trump est parti, mais alors vraiment complètement en live avec ces histoires de Canada, de Groenland. En plus, le Canada, quand vous vivez dans le pays qui est directement concerné, où vous avez un gars en face qui vous pointe du doigt en vous disant: «Viens, viens, viens être le 51e État des États-Unis, vous serez protégés et tout». Non, mais on n'a pas besoin on n'a pas besoin de vous pour être protégés, les gars, c'est quoi ce bordel? Enfin bref, donc ouais, il y a eu plusieurs nuits blanches et ce qui fait que, derrière, à un moment donné, moi j'avais prévu, donc j'en avais parlé avec le roadcast et tout ça, j'avais prévu justement à l'époque, donc j'ai dit: «OK, je prends la nouvelle moto, je l'amène en Amérique, aux États-Unis, par, bateau et puis après, je la prends, je fais mon road trip, machin, tout ça». Il était bien évident que dans ces conditions-là, ça ne pouvait pas se faire et le pire, c'est que j'avais tout préparé. J'avais même payé des acomptes sur le transport, sur la location du conteneur et tout ça. Ici, on m'avait fait, une caisse, j'avais la caisse de transport de la moto, enfin, tout était prêt, hein. Vraiment, c'était prêt. La moto, n'attendait juste que je vienne la chercher et puis, après elle était expédiée. Alors par chance, les compagnies avec qui j'avais traité pour ça, la compagnie de transport, au port d'Amsterdam et tout ça, m'ont dit: «Bon, écoutez, on comprend, il y a pas de souci, on vous rembourse, il y a eu rien de fait et tout ça». Donc j'ai perdu un petit peu d'argent, ce qui est normal parce qu'il y a eu des frais administratifs et tout ça qui ne pouvaient pas être remboursés, mais majoritairement, j'ai été remboursé de tout le truc et puis, derrière, on a décidé tout simplement de changer les plans et de se dire: «Bon, l'Amérique du Nord pour l'instant, c'est non et puis on attendra que ça passe». Voilà. Au rayon débrief anecdote, même si cette intro était un petit peu longue, mais il est quand même important de remettre le contexte parce que, cet épisode et je le comprends, c'est pas un épisode qui a, fonctionné énormément parce que, comme je dis dedans, la France ne se sent pas concernée par les élections américaines. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que beaucoup le regrettent parce qu'il y a il y a eu ces histoires de douane, machin et tout et nous, on a pris aussi une claque monumentale, parce que le dollar canadien est passé à 1,60. Quand je suis parti au mois de mars 2025, le dollar, il était à 1,45, maximum 1,50. Et là, on a sauté à 1,60. Le dollar US, pareil, il était en dessous des 1,10. Là, il est à 1,16, ce qui fait que pour les gens qui veulent importer, donc c'est-à-dire ceux qui veulent acheter au Canada ou aux États-Unis, c'est une bonne affaire parce que avec 1 €, au lieu d'avoir 1 €, par exemple 1,40 $ canadien, pour 1 €, vous avez 1,60 $ canadien. Donc ça augmente votre pouvoir d'achat pour importer sur votre continent. Sauf que dans le sens inverse, pour les Canadiens, alors déjà les Canadiens partir en vacances aux États-Unis, là cette année c'était non. Et c'était drôle parce que les agences de voyage disaient: «Bon allez en Europe». Oui, allez en Europe pour que ça vous coûte 1,5 fois plus cher. Oui, puisque dans l'autre sens, c'est l'inverse. Si les Européens, 1 € ça fait 1,60 $, le problème c'est que pour les Canadiens, le pouvoir d'achat a été réduit. C'est-à-dire qu'avant, avec 1,40 $, ils avaient 1 €. Maintenant, il leur faut 1,60 $ pour avoir 1 €. Donc ça leur coûte plus cher l'euro. Ce qui fait que, voilà, le prix du billet d'avion, juste le prix du billet d'avion, c'est complètement zinzin. Donc les Canadiens ont été pris au piège là-dedans. Et plus grave que ça, beaucoup de gens autour de moi qui essayent de me prouver encore par A plus B qu'aller immigrer au Canada, s'installer définitivement, y vivre, machin, tout ça, y travailler, c'est l'affaire du siècle. Non, désolé, mais c'est non. C'est non. Quand vous êtes français, être français, les autres pays, je sais pas, je m'en fous, mais aujourd'hui et depuis maintenant 10 ans, un Français qui décide d'aller s'expatrier définitivement au Canada et d'y refaire sa vie, c'est une bêtise. Voilà, il y a pas d'autre mot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un Français qui va s'installer dans un autre pays reviendra dans son pays d'origine un jour ou un autre. C'est une obligation, même en touriste. Et le problème, c'est que
vous installer dans un pays où l'économie ne tient qu'avec des chips en sa base, comme le Canada, résultat, tout l'argent que vous allez gagner sur place, il vous servira à rien. Parce qu'une fois que vous rentrerez en France, vous perdrez 30% de ce que vous avez gagné. Génial, belle opération, bravo. Donc actuellement, effectivement, il y a pas mal. Alors, à moins d'être payé 200 000 à l'année, mais sauf que alors j'en connais, hein, j'ai des amis très proches qui ont ce taux horaire-là. La plupart du temps, quand on a 20, 30, voire 40 ans, et puis qu'on a un petit couple tout jeune qui vient de s'installer là-bas, c'est pas le cas. Donc si vous avez 15, 20 000 dollars d'économie, sur vos 20 000 dollars, quand vous arrivez en France, vous avez même pas 15 000 euros. Voilà. Encore, si on enlève tous les frais qui sont liés au mouvement, vous vous retrouvez avec la moitié. Voilà. Donc vous avez travaillé la moitié pour rien. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours mis en avant le fait d'être rémunéré dans une monnaie qui soit forte. Et l'euro est une monnaie forte. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'euro est au-dessus du dollar canadien et du dollar US. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais dude, quand tu vas immigrer au Canada, tu peux pas demander à ton employeur canadien de te payer en euros. Ouais, mais ça, malheureusement, ça fait partie de la préparation. Ça aussi, j'en ai parlé dans tout un épisode, même voire plusieurs, en expliquant en long, en large, en travers que immigrer et tout, aller habiter dans d'autres pays, c'est bien, mais on ne peut plus faire ça à n'importe quelle condition, surtout aujourd'hui où l'économie gère le monde complètement. Hein. Donc voilà, aller dans un pays où la monnaie est ridiculement faible, oui, mais ne vous mettez pas le doigt dans l'engrenage. C'est pas pour rien aussi que beaucoup d'influenceurs et compagnie vont vivre à Dubaï, mais se font rémunérer dans des monnaies fortes. Donc oui, il faut avoir un statut professionnel qui soit quand même un petit peu différent, un petit peu spécial. Mais malheureusement, des fois, c'est la seule carte que vous pouvez jouer, en tout cas, pour pouvoir vous en sortir. Et c'est aussi pour ça que souvent, pas mal de gens ou même des jeunes vont faire des voyages comme ça dans des pays asiatiques ou quoi. Alors, ils sont contents parce que ça leur coûte pas si cher que ça pour faire le tour du pays et tout. Oui, mais sauf que derrière, quand ils vont essayer de bosser pour gagner de l'argent, ils vont bosser 15 heures par jour pour être rémunérés l'équivalent de 2-3 euros. Alors, dans le pays où ils se trouvent, ça peut paraître correct, mais quand ils vont vouloir payer leur billet d'avion, là, ils vont se dire: «Ah merde, putain, en fait, ça marche pas». Bah oui, évidemment. Donc ça, c'est le genre de choses, aujourd'hui, il faut vraiment en tenir compte. Malheureusement, l'économie, la bourse, les crypto-monnaies et compagnie, c'est ce qui gère le monde. Et quand vous voulez même faire un simple voyage, renseignez-vous sur les devises locales, sur qui est le plus fort, qui est le plus faible, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que, à un moment donné, un simple voyage en France s'est transformé en: bon, on va pour l'instant mettre l'Amérique du Nord derrière nous, parce que c'est pareil, je vous avais dit, d'un point de vue professionnel, nous, on a pas mal de choses en Amérique du Nord. Et ce changement de situation a évidemment bouleversé aussi notre activité, hein, on va pas se le cacher. Et je peux même vous dire aujourd'hui qu'on a réussi à transférer ce marché nord-américain vers le marché sud-américain, ce qui est pas mal non plus, on va pas se le cacher. Il y a quand même beaucoup gagné. Donc voilà, il faut savoir s'adapter en permanence, il faut savoir bouger, être mobile. C'est aussi ça aussi, hein, ce bafouillage, on va le garder, mais c'est aussi un des épisodes dans lequel je vous disais pouvoir être très mobile, un peu comme en boxe. Voilà, un boxeur, il reste pas statique à essayer de donner des coups, hein, il est tout le temps en train de bouger à gauche, à droite, il est toujours en mouvement. Dans la vie, c'est comme ça. À partir du moment où plus on avance, plus ça va être compliqué, plus ça va être chiant. Soit vous restez statique et ça vous permet de vous maintenir vraiment juste à flot, ou soit vous bougez à gauche, à droite, vous êtes ultra mobile, vous rebondissez sur vos appuis et compagnie. Et puis, à un moment donné, ça vous permet de pouvoir prendre un peu le dessus du match jusqu'à voir le gagner. Et aujourd'hui, ça aussi, ça a contribué justement à l'émission, au blog, à la marque, à pouvoir relancer ce nouveau projet avec le site internet sur le réservoir, la moto et tout. Et on a remodelé en fait tout ça. Et puis finalement, on n'en est que beaucoup plus content parce que on a coupé tous les liens qui nous liaient justement à l'Amérique du Nord d'un point de vue professionnel, économique, à Trump et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on a gardé quelques petits trucs, un minimum, hein, qui nous assure quand même quelques chiffres, mais principalement, on s'est dégagé du reste parce que j'ai même pas parlé de Trump et de Musk et tout ça, mais vraiment aujourd'hui, on est très satisfait du move que l'on a pu faire. Là, il y a encore, pour les initiés, une annonce du Salvador qui est sortie concernant les banques avec les investissements en crypto-monnaie. Voilà, c'est des choses, on peut pas le savoir, on peut pas savoir que ça va arriver, mais quand ça arrive, on se dit: «Bon, finalement, on a choisi plutôt la bonne direction».
on est content et effectivement et puis, là, on voit que Trump, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, hein, parce que là, toujours, dans cet esprit de débrief, avec un peu de recul, les histoires de tarifs, les histoires, de géopolitique, machin et compagnie, la guerre en Ukraine, on s'aperçoit que Trump, il est à la ramasse complet. Il se fait larguer par tout le monde, il s'est foutu, en vrac avec Trump, avec, Musk. Au moment où j'enregistrais les épisodes, Trump, Musk et compagnie, ils étaient copains comme cochons. Aujourd'hui, ils se tirent à balles réelles dessus. Donc c'est pour ça, il faut à un moment donné, vous voyez que d'un seul coup, il y a une vague immense qui vous arrive dessus. C'est pas la peine de courir parce qu'elle vous rattrapera. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est creuser un trou avec une réserve d'oxygène assez importante, vous y mettre dedans en attendant que la vague s'écarte et puis après vous ressortez. Bon, bah voilà, nous c'est ce qu'on a préféré faire. Et aujourd'hui, je pense que ça nous a pas évité des problèmes parce qu'on les a affrontés comme tout le monde, mais ça nous en a fait économiser vraiment énormément. Bon voilà pour la partie pas trop agréable du podcast, hein, parce que là évidemment on parle de Trump, de tout un tas de choses un peu chiantes et pas forcément attirantes ni sexy. Là on va passer sur un truc qui est quand même un petit peu plus cool, c'est dépenser de l'argent avec l'achat de la moto. On arrive sur janvier 2025 où je me lance, je fais, pas le chèque parce que les chèques c'est terminé, on vit plus dans les années 80, mais je fais mon petit virement instantané pour pouvoir acheter la moto. Cette partie-là aussi, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, je vais pas revenir dessus. Je ne regrette toujours pas l'achat que j'ai fait, le magasin où je l'ai acheté, c'est toujours aussi bien, donc voilà, il y a rien à dire vraiment de plus, là-dessus. Une petite précision quand même, parce que, c'est aussi vous êtes de temps en temps à me demander des nouvelles de la moto, savoir comment ça va, s'il y a des soucis ou quoi, donc j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, tout est OK, voilà, il y a vraiment rien à dire dessus. Par contre, sachez que, Rieru va stopper l'importation de ce modèle en France, en tout cas, d'ici peu de temps, puisqu'il y a la version 700 qui est sortie. Alors c'est un autre modèle, hein, c'est la 705 ou 707, je crois, un truc comme ça. Donc ce qui fait que voilà, Rieru va, juste, je pense, peut-être ils vont la garder au catalogue, mais ils ne vont plus vraiment, pousser cette moto-là, ils vont plus pousser la nouvelle. Voilà, sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter, à part que, tout s'est très bien fait. Alors s'il y a eu quand même des problèmes, mais c'est des problèmes administratifs. C'est vraiment la préfecture qui a merdé parce que la moto, ils se sont un peu plantés dans les adresses, voilà. Donc résultat, je pense que ma carte grise n'est pas du tout partie à la bonne adresse, qui avait été pourtant changée, voilà, suite aux derniers événements. Mais apparemment la préfecture ne l'a pas vu de cet œil-là, voilà. Donc ils ont envoyé la carte grise à une adresse, complètement, random et ça a été assez long pour récupérer tout ça. Parce que sachez que, quand, la préfecture se plante et envoie, votre carte grise à votre ancienne adresse, bah, vous dites: «Non, non, c'est pas la bonne adresse, faut l'envoyer à la nouvelle» et donc pour faire changer après l'adresse, il faut, demander un code, machin, tout ça et ce code, il l'envoie pour changer l'adresse à l'ancienne. Voilà, c'est génial, c'est très intelligent, très, très intelligent. C'est-à-dire que vous déménagez, vous mettez à jour, votre adresse et ils vous disent: «Bah, oui, on a envoyé un courrier à votre ancienne adresse». Voilà, donc bref. Donc j'ai tourné en rond quand même, pendant un bon bout de temps là-dessus et puis, bon, à un moment donné, ça va, j'ai réussi à débloquer le truc, mais c'est ouais, ça a été chiant, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive malheureusement. Alors, petite précision, quand je vous dis essayez de trouver toujours des chemins vers des trucs, cool dans vos problèmes, ça par contre ça marche pas avec l'administration française, hein. Quand c'est l'administration française qui merde complètement, n'essayez pas de trouver au moins du positif ou un chemin vers quelque chose de cool. C'est pas non, ça ne marchera pas avec l'administration. Bon allez, c'est bon, on va, passer assez de temps comme ça sur la partie administrative. Quelques minutes pour moi, c'est déjà trop. On va, sauter tout de suite, sauter comme vous voulez, à mars 2025 avec, bah, la venue en France, voilà, qui est maintenant toujours d'actualité et puis la récupération de la moto et les premiers tours de roue avec, tout un tas de choses cool qui se sont passées. Depuis mars 25, je n'ai pas vraiment fait de réelle mise à jour de ce qui s'était passé avec la moto, ce qui s'était passé ici, ainsi de suite, puisque, bah, voilà, déjà il y a eu, pas mal de trucs de mon côté et puis justement ça fait partie de ces choses qui sont maintenant filmées, documentées, ainsi de suite. Donc c'est pour ça, je vais vous en parler un petit peu ici. Au bout d'une heure,
de podcast. Voilà, il aura fallu attendre 1 heure pour avoir des nouvelles, mais grâce normalement au timecode que j'ai dû mettre, vous pouvez directement accéder à cette partie-là. Donc comme je vous disais, mars 2025, c'est le moment que j'avais choisi pour pouvoir venir ici. C'était peu de temps après l'intronisation, la mise en service de Donald Trump, peu de temps après toutes ces conneries et tout, là vraiment on s'est dit bon allez vas-y, non c'est bon, on peut pas rester en Amérique du Nord, c'est terminé, on fait les bagages, puis on va prendre une petite pause en Europe et on reviendra quand ça sera calmé. Je vous rassure, j'ai pas été le seul à penser ça. Énormément de gens ont fait ce move, même des gens qui étaient installés depuis longtemps, qui avaient pris résidence permanente, nationalité et tout, qui ont dit, donc ils avaient la double nationalité, hein, franco-canadienne, et qui ont dit non, vas-y, c'est bon, au pire, on prend Airbnb, mais on se casse en France, quoi. Puis le fait d'avoir une nationalité française, ils ont pu reprendre un boulot et tout. Donc, au moment où je vous parle, il y a des Français qui sont revenus en France, qui se sont remis, entre guillemets, dans la vie française. Mais voilà, ça c'était la petite traînée du reste, de la partie précédente. Mais voilà, donc mars 2025, j'arrive en France, je récupère la moto qui était prête et tout, aucun problème. Et puis bah maintenant, il faut faire connaissance avec cette moto-là. Donc oui, je vous en ai parlé, où je vous ai dit que je l'ai quand même équipée avec un certain nombre de choses et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu là où je m'étais arrêté. C'est-à-dire que j'ai récupéré la moto, je l'ai équipée avec les longues portées, les sacoches, machin, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai même fait un petit peu plus, c'est que j'ai développé notamment, disponible sur le site, sur lereservoir.fr, un support qui permet d'adapter justement la GoPro sur le support Quadlock. Vous connaissez sûrement Quadlock, ils font des supports. Les copies sont disponibles en Chine sur AliExpress et c'est la même qualité, hein, entre nous. Donc pourquoi foutre 60 balles dans un support Quadlock quand vous l'avez pour 3 euros en Chine? Voilà, donc je vous laisse choisir. Et vous avez même une vidéo qui vient comparer les deux versions en vidéo, et apparemment la version chinoise est même plus solide que la version Quadlock officielle. Bon, je pense qu'en fait c'est exactement les mêmes, hein, mais voilà. Bref, donc je me suis fait un petit support qui permet de mettre en fait la GoPro directement sur le support Quadlock. Et le téléphone, en fait, maintenant, il est dans une petite poche de guidon. Alors, j'ai pas pris une poche de guidon, les grandes poches là qu'on voit, genre les trucs Lone Rider et tout, là, l'espèce de sac banane de guidon, parce que de une, j'ai pas la place, puisque moi j'ai mon support Quadlock au milieu. Et support Quadlock, en fait, avant, dessus, je mettais mon téléphone. Et mon téléphone, maintenant, lui, il est directement affiché sur l'écran de la moto, donc j'ai plus besoin de le regarder. C'est pour ça que j'ai acheté juste une petite pochette sur AliExpress qui est fixée sur mon guidon et qui fait la taille du téléphone, hein. C'est un truc qui se met normalement à la ceinture, truc tac là. Et bah, mon téléphone en fait se glisse dedans parce qu'il faut qu'il soit en mode paysage pour être affiché correctement sur l'écran de la moto. Et donc sur mon support Quadlock qui est maintenant libre, j'y mets la caméra, puisque je vous le rappelle et je vous le dis, je documente beaucoup de choses, ce qui fait que la caméra, bah, sur son support Quadlock, peut me filmer moi, ou filmer la partie devant un peu en POV sur la moto, ou même filmer des fois sur les côtés, ou quand je suis à l'arrêt, bah, la moto me sert de trépied carrément pour la GoPro. Donc voilà, ce petit support est vraiment très très utile. Comme je vous ai dit, je l'ai mis en vente sur lereservoir.fr. C'est un support qui est imprimé en 3D, ABS, testé, tout ce qui est imprimé en 3D sur le site est testé d'un point de vue technique. Donc on teste la rupture, la chaleur, machin, tout ça. Vous pouvez y aller, vous plierez la moto avant de casser le support, hein, je vous le dis tout de suite. Et suite à ça, j'ai aussi développé, parce que les sacoches, les TR40, elles sont très bien, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que les systèmes de crochet sont fixes, alors que vous avez des sangles amovibles sur les sacoches. Et vous ne pouvez fermer les sacoches que si vous ne dépassez pas le volume de la sacoche. Et donc les sangles au-dessus qui, elles, sont amovibles, extensibles, eh bien, on aurait pu mettre des crochets dessus pour s'en servir justement pour fermer si la sacoche était trop pleine et qu'on dépassait son volume, mais ça n'a pas été prévu. Donc j'avais contacté Chad pour savoir s'il vendait les crochets séparément, que je puisse glisser dans les sangles comme ça supérieures, ajustables. Et ils m'ont dit, bah non, pas du tout, blablabla, mais on peut vous envoyer ça directement au magasin. Donc ils avaient été très cool, super sympa, service client vraiment bon. Et j'aurais dit, bah au pire, je vous fais un virement, puis vous me l'envoyez direct. Non, non, on envoie ça à un professionnel et tout. Enfin bon. Donc juste cette partie-là qui était un peu chiante, ce qui fait, j'ai dit, bon, c'est bon. Au pire, vos trucs, c'est de la tôle aluminium 3-4 mm embouti. Je vais m'en faire en 3D, puis au pire, j'en ferai découper au jet d'eau dans le coin. Donc là, pour l'instant, j'ai fait des crochets imprimés en 3D qui sont fusibles. Je vous le dis, c'est fait fusible et ça résiste à 11 kg en bout de crochet. J'ai fait les tests.
Donc vous pouvez y aller quand même, hein, il y a de la marge avant de faire péter ça et ce qui fait que voilà, si vous avez des sacoches TR30, TR40, sur le site sur lereservoir.fr, vous avez ces crochets que vous pouvez mettre sur les sangles supérieures ajustables, ce qui fait que si jamais vous dépassez le volume de votre sacoche, que vous pouvez pas la fermer, vous pouvez utiliser un peu en backup, ces petits crochets. Donc c'est ce que je me suis fait et puis, derrière j'ai roulé. J'ai roulé avec la moto, j'ai fait pas mal alors pas mal, entre le boulot et tout, j'ai réussi quand même à me dégager du temps pour me faire des petits road trips de week-end. Je suis allé en Belgique, je suis allé à Lille, je suis allé en région parisienne, notamment je suis allé, j'ai été invité à la Monster Race au circuit, Carole. C'était génial. Vraiment encore merci beaucoup justement à GLC Moto qui m'avait invité, là-bas. L'ambiance exceptionnelle, la course exceptionnelle, Nico a terminé premier. Voilà, je veux pas dire exceptionnel parce que c'est normal, mais non, c'était vraiment cool, j'ai vu des trucs, une course de side, course classique, enfin c'était vraiment chouette. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas ultra blindé, ça reste quand même assez confidentiel, donc c'est cool. C'était vraiment super cool. Et puis, la moto dans tout ça, voilà, rien à dire. Alors oui, il y a eu cette histoire de voyant moteur quand je suis parti de Carole. Dans 2 jours, je dois recevoir mon lecteur justement, au BD là pour voir, quel code erreur, est sorti. Mais il y a rien de grave, il y a rien de grave puisqu'il s'efface quand on fait le reset, du calculateur donc bon, c'est pas inquiétant. Puis la moto, elle fonctionne très, très bien. Donc c'est vraiment plus un bug d'affichage, mais voilà, sinon tout le reste, vraiment rien à dire. J'ai fait la première révision de la moto, bon nickel, voilà. J'ai pas retrouvé des morceaux de boîte de vitesse dans l'huile, c'est déjà une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Elle a été décatalysée, la ligne catalysée d'origine, je l'ai enlevée, puisque je suis en contact avec un Espagnol de chez Rierou justement, qui lui roule avec la même et qui a donné tout un tas d'éléments pour la moto, trouver les pièces, machin et tout, sans forcément avoir à s'embêter, par, Rierou ou passer par un concessionnaire si vous voulez faire votre entretien vous-même. Et donc moi, il m'a filé, toutes les coordonnées pour avoir justement ce collecteur décatalysé, puisque c'est le même moteur qu'on retrouve sur les Magbor et compagnie. Donc voilà, la moto, fonctionne vraiment super bien. Elle fait pas de bruit, ça marche bien, c'est souple, c'est agréable, c'est confortable aussi parce que, la selle, il y a une petite astuce, c'est que la selle, elle est quand même assez profonde. Donc quand vous conduisez off-road ou quoi, vous vous mettez debout, vous serrez, vous rapprochez un peu du réservoir. Mais quand vous faites de la route et que vous commencez à avoir mal aux fesses, il y a juste à se reculer de 5-6 centimètres, voire 10 à 10 centimètres. On est plaqué contre le petit dossier de la selle passager et puis, là, tout simplement, ça change un peu, les surfaces en contact sur les fesses, ce qui fait que ça remet de la circulation sanguine, dans votre royal fessier et puis tout de suite, ça vous soulage et ça fait un bien fou. Donc la moto, vraiment à rouler, incroyable. Incroyable, maniabilité incroyable. J'ai fait l'interfile, sur Paris avec, ça aussi l'interfile. Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus justement. Allez, petite anecdote interfile. Paris, ceux qui m'écoutent depuis la région parisienne, voilà, ils savent très bien comment ça se passe. Le matin, l'après-midi, c'est congestionné de malade et donc c'est là où vous avez la chance d'avoir un 2 roues. Et donc à un moment donné, moi l'interfile, j'en ai fait un petit peu dans des villes, quand même, on va dire pas région parisienne, mais des villes, des grosses villes, mais c'est pas aussi trash quand même, ni aussi hardcore que Paris. Et donc Paris, moi je fais mon interfile, je suis à genre 30-40 km/h maximum parce que je me dis: «Putain, s'il y en a un qui déboîte sans son clignotant ou quoi, j'ai pas envie de me l'encastrer». Et au moins ce qui est bien, c'est que sur Paris, les conducteurs, véhicules, voitures sont éduqués à ça. C'est-à-dire que sur la voie, gauche milieu, ils s'écartent et ils laissent un couloir pour les 2 roues. Donc ça au moins c'est agréable, c'est vraiment bien. Je vois que ça a été intégré et c'est vraiment chouette. Et donc vous avez les motards, les scooters, machin et tout qui déboulent. Et à un moment donné, donc je commençais à être à l'aise, puis je roulais en interfile, je dirais à 50, 60, ce qui était quand même rapide. Et il y avait 3 ou 4 gars derrière moi qui me faisaient des appels de phare en GS, en T-Max et compagnie pour que je me tasse parce que j'allais pas assez vite. Donc là, je me suis dit: «Ah ouais, c'est pas le même niveau, chez moi, je vais certainement pas rouler à 80 km/h entre les bagnoles». Donc je me suis tassé et ils sont passés à une vitesse, les gars, putain. Et alors si vous êtes concerné, hein, si vous m'écoutez, que vous êtes concerné, vous faites de l'interfile à genre, 200 km/h entre les bagnoles et calmez-vous, hein, c'est franchement calmez-vous parce que oui, les gens sont éduqués, mais moi j'en ai quand même 2 ou 3 en quelques kilomètres qui me sont passés sous le nez, hein, qui ont fait des changements de fil sans clignotant. Donc je me dis: «Mais faut être malade, faut être dingue pour faire ça». Donc résultat après, dès que je voyais des phares dans mes rétros, quand j'étais en interfile, je me tassais et je laissais passer et le mec il me doublait mais à des vitesses faramineuses.
Donc, calmez-vous les gars, s'il vous plaît, quand même, parce que vraiment là, c'est même pas dangereux, c'est complètement stupide. Ah oui, puis c'était pendant justement les grosses chaleurs, hein, les gros pics de chaleur là, au mois de juin. Et évidemment, les types, qui dit scooter, dit short, t-shirt ou au minimum un pantalon, mais t-shirt quand même. Voilà. Donc, bon, ça, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non. Mais voilà, c'est ce qu'on retrouve évidemment en région parisienne. Et pas que. Je tiens à le préciser, mais principalement dans toutes les grandes villes, je vais quand même en toucher 2 mots. Les gars, c'est pas parce que vous roulez en ville qu'il faut rouler en slip, hein. Voilà, ça on en reparlera dans les campagnes promotionnelles de Sur le réservoir. Mais je ne comprends pas comment on se dit: «Oh mais je roule en ville, c'est bon, je peux me mettre en slip sur mon scooter ou même ma moto». Les gars, je pense que ceux qui pensent ça, c'est ceux qui ne sont jamais tombés à l'arrêt avec un collecteur d'échappement sur le tibia. Enfin, voilà, on arrive à la fin de cette nouvelle partie. Bon, je pense que là, pas besoin d'en parler plus. Les autres road trips, bah, c'était comme je vous ai dit, des road trips, dans le nord de la France principalement. Je suis allé en Belgique également, à Bruxelles. Les amis belges, coucou les amis belges qui m'écoutent. Voilà, c'était cool, c'était chouette, dans le nord, les plages du nord, bref, beaucoup d'endroits où c'est cool d'y aller, c'est cool de manger, voir les amis, voir tout un tas de monde, c'était chouette. Et puis, bah, la moto, voilà nickel. Alors oui, autre anecdote, il se peut qu'il y ait un maroilles solitaire au milieu de la route à Lille. Je m'explique vite fait. J'avais oublié celle-là. Donc je suis allé, à Lille voir, voir une amie et en repartant, je me suis dit: «Ah attends, vas-y, je vais me prendre du fromage», parce que j'aime beaucoup quand même le fromage. Puis, sachant que j'ai été sevré pendant longtemps en Amérique du Nord, je me suis dit: «Attends, si je me fais chier à venir en France, c'est quand même pas pour rien». Donc qui dit voyage à Lille, dit forcément repartir avec du maroilles. Donc je suis allé faire, le marché d'Oisem et donc il y avait un petit fromager, j'ai pris, je sais plus, j'ai pris du brie, j'ai pris, 2-3 fromages, dont un maroilles, mais un maroilles entier. Enfin, non, c'était un demi maroilles et donc je mets ça, dans mon petit sac, je pars de chez mon ami et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas encore à l'époque mon top case, Rhino Walk, arrière. Je crois qu'en plus, Rhino Walk venait de me l'envoyer. On venait de signer l'accord et il venait de m'envoyer le truc et j'avais juste le sac à dos Rhino Walk, le sac à dos en fait qui était à l'horizontale sur son support et donc qui s'ouvrait, bah, comme un sac à dos normal et dedans j'y mettais vraiment tout ce que j'utilisais sur les road trips. Vraiment, genre, les sandwichs triangles, la flotte, des trucs que j'ai achetés, toute la partie bouffe allait là-dedans parce que c'était vraiment le plus accessible. Parce que les sacoches, faut sortir la clé, ouvrir, fermer, machin, c'est galère. Donc là, au moins, c'était vraiment le plus rapide d'accessibilité. Et donc, au moment de partir, je mets tous mes fromages, mes sandwichs dans mon sac à dos arrière, à la place du top case, et je pars. Je sors de son garage et le garage est en montée. Donc c'est un garage souterrain. Donc là, je dois monter et les marches, c'est des espèces de grandes marches. En fait, la montée, ça fait comme des grandes marches un peu antidérapantes. Et donc la moto est secouée comme pas possible. Et puis donc je pars, dans l'île et tout. Puis à un moment donné, je vois un truc tomber de la moto dans le rétro. Oh, bah, c'est quoi? Bon, je m'arrête et là je vois mon sac à dos ouvert. Oh, je me dis: «Mince». Donc qu'est-ce que je fais? Je le ferme, je repars. C'était le matin, hein, la tête dans le cul, grosse nuit. Enfin bon, toi-même tu sais. Et puis à un moment donné, je fais genre, 200 mètres, puis je me dis: «Mais attends, c'est bizarre, le sac à dos me paraissait vide». Je m'arrête, je réouvre le sac à dos, plus de fromage, plus rien. Les trois fromages s'étaient barrés, donc le maroilles, le brie, puis l'autre là et je me dis: «Putain», donc demi-tour. Sur le demi-tour, j'ai retrouvé le brie et l'autre. Impossible de remettre la main sur le maroilles, impossible. Donc voilà, il y a un maroilles qui s'est baladé à Oisem pendant un moment. Donc si vous avez trouvé un maroilles par terre, c'était à moi. J'espère qu'il a été bon. Mais voilà, j'ai été un peu dégoûté parce que les fromages que j'ai ramenés, c'est des fromages que finalement on peut acheter ici chez Carrefour. Donc voilà, et le seul fromage qui vraiment est intéressant parce que ça vient du Nord, le maroilles, et ben j'en ai pas eu. Bon, voilà, donc c'était la petite anecdote où je vous assure, j'étais vraiment triste, hein. C'est sur le chemin du retour, là, je suis repassé par la côte parce que je me suis dit: «Putain, il va falloir que je noie mon chagrin dans une crêpe ou un truc comme ça parce que ça va pas le faire, putain». Tu pars de Lille, tu reviens et tu perds ton maroilles. Non seul enfin, c'était juste pas possible, pas envisageable. Alors par contre, je vous garantis que quand je suis rentré, le sac à dos, je l'ai enlevé immédiatement, là, parce que voilà et je crois 2-3 jours après, j'ai reçu, de chez Rhino Walk le gros top case que j'ai là. Qui va super bien, voilà, qui va extrêmement bien, je m'en sers tous les jours, voilà, donc ça je vous le conseille, hein, Top Case, Rhino Walk, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est le plus gros. En souple avec, les côtés, expandables et tout, enfin bon, j'en avais déjà parlé,
Je vous confirme que ça vaut le coup. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette émission spéciale anniversaire. Là, on va parler d'un sujet tout nouveau dont je n'ai jamais parlé. On arrive en juin-juillet 2025. Donc là, très récent. Et maintenant, eh bien, je vais vous parler de surlereservoir.fr. Quand bien même j'en ai déjà touché 2 mots un petit peu avant, pendant cette heure et demie ensemble. Mais là, je vais vous expliquer vraiment concrètement sur lereservoir.fr ce que c'est, à quoi ça sert, où on va aller avec ça. Et quand je dis on, c'est moi et les gens avec qui on s'aventure là-dedans. Et puis, on va parler aussi un petit peu de justement la fin de l'année, début de l'année prochaine, ce que je vais faire pour vous et ce qui va vous attendre. J'ai une petite confidence à vous faire, c'est que souvent les épisodes que vous écoutez, en tout cas ceux qui sont scriptés, ne sont pas forcément enregistrés dans l'ordre. Dans le sens où je peux très bien, pour un épisode, commencer par enregistrer la fin, et puis 2 semaines après le début, et après le milieu. Souvent ça m'arrive quand il me manque des informations. Donc j'enregistre d'abord la fin, puisque là, la fin souvent je la connais, je sais ce que je veux dire. On a la conclusion. Le début, souvent je l'ai, donc c'est pour ça qu'après le début s'enchaîne. Et la partie développement où là, il y a tous les faits, machin et ainsi de suite, c'est là où ça, c'est souvent fait un petit peu plus tard. Mais des fois, ça arrive que je fasse tout en un seul élément. Là, cet épisode, qui lui n'est pas du tout scripté ni préparé, j'ai juste une feuille de route avec des items à traiter, eh bien, il est fait, donc je traite mes items dans l'ordre, mais sur plusieurs semaines. Et donc là, j'arrive au dernier morceau, ce qui fait que je vais vous parler justement des derniers projets qui ont eu lieu, donc notamment le site sur lereservoir.fr. On va revenir aussi sur Mox, puisque vous avez vu que Mox n'est plus disponible, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, je vais vous parler des projets futurs, mais pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Pour la simple et bonne raison, c'est que les projets futurs, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc je vais pas non plus en reparler. Et je veux simplement vous faire un petit refresh, une petite mise à jour de ce qui va arriver. Et j'ai surtout envie que vous puissiez en profiter pleinement au moment où ça sera disponible. Si je vous dis ça, c'est parce que entre le moment où j'enregistre cette fin d'épisode et son début, il s'est écoulé quasiment un mois. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais vraiment pas mal occupé, même très occupé, notamment avec Sur le réservoir et puis tout un tas de nouveautés qu'on est en train de vous préparer. Et justement, ces nouveautés, j'en ai validé pas mal avec l'équipe. Et donc, vous avez déjà des nouveautés qui sont sur le site. Au moment où vous écoutez ça, vous allez retrouver le porte-clés officiel du réservoir. Alors ça, il va y avoir un truc dédié à ça, parce qu'il y a tout un lore autour, ce n'est pas qu'un porte-clés. Je vous laisse découvrir ça sur le site internet, vous verrez, et c'est le porte-clés donc sur le réservoir qui s'appelle le fruit des vœux. Vous avez même une vidéo qui va illustrer tout ça. Donc, allez découvrir ça. Et il y a donc maintenant d'autres produits qui sont maintenant disponibles. Désolé parce que je réfléchis en même temps. Notamment la télécommande Bluetooth pour votre téléphone. Ça aussi, il y a une petite vidéo explicative. Je reviendrai dessus sur Instagram, sur TikTok et tout ça, sur même YouTube pour expliquer un peu plus en détail. Pour l'instant, j'ai zéro communiqué là-dessus. Mais vous pouvez aller découvrir ça. C'est un petit gadget qui, moi, personnellement, me sert à toutes les sorties. Vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi utile. Donc, tout ça, c'est disponible au moment où je vous parle. C'est en stock. Ça sera envoyé sous les 24 heures quand vous commanderez depuis la France. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme je vous disais, donc, je viens de valider avec l'équipe également une partie des produits de cet hiver. Puisque si on a lancé le site cet été, c'est bien pour être tranquille, pas se faire déglinguer au niveau du trafic, des commandes, de tout ça, des contacts, et être plutôt tranquille, chill, pour pouvoir justement préparer cet hiver avec période de fête de fin d'année, machin et compagnie. Et là, commencer justement tout doucement à lancer la machine pour vous servir au mieux. Et donc, comme je vous dis, on est en train de préparer tout ça. Et là, j'ai validé avec l'équipe justement les produits de cet hiver. On commence à avoir même les premiers produits qui rentrent après les prototypes et les pré-prod. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que ça, vous le découvrirez vers septembre-octobre. On commencera à faire du teasing sur les réseaux à partir de septembre-octobre pour la collection printemps-hiver 2025. Et après, ça sera dispo sur le site. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, venant d'un pays où l'hiver, il fait à peu près, on va dire, en moyenne, moins 20, moins 25, et ça, c'est en statique, pas en ressenti, il est bien évident que j'allais pas vous vendre des trucs de merde où, au moindre petit coup de vent, tout de suite, on se les jette. Donc, j'ai confié la tâche
à des personnes de s'occuper de ça. C'est fait en France, c'est designé, développé, fabriqué en France, vendu en France. Voilà, je ne peux pas faire mieux. En plus, les prix seront vraiment très abordables. Perso, quand je vois la qualité et les prix qu'on a décidé pour la vente, je vous assure que là, on ne se moque pas de vous. Et j'ai même des preuves pour ça, c'est que dans mon entourage, il y a un article en fait qu'on refait, qu'on a déjà fait il y a 10 ans maintenant. On a fait il y a 10 ans. Et les personnes à qui on avait vendu ça à l'époque l'ont toujours et l'utilisent toujours aujourd'hui, 10 ans après. Pour vous dire à quel point on a réussi à sortir un truc ultra qualitatif, mais de toute façon, vous le verrez, c'est quand vous l'avez dans les mains, il n'y a même plus besoin d'en parler parce que c'est juste une évidence. Donc voilà, si même des magasins de motos ou d'équipements sport mécanique sont intéressés, contactez-nous parce que justement, on aimerait bien commencer tout doucement à essayer de trouver des distributeurs pour notre marque sur le réservoir. Voilà, le mot est passé. Donc je vais arrêter d'en parler parce que me connaissant, je vais me tirer une balle dans le pied en vous spoilant tous les nouveaux produits et puis après je vais me faire engueuler par mon équipe. Donc voilà, je me fais déjà assez engueuler comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc concernant justement ces petites nouveautés, j'ai passé plus de temps que prévu. Maintenant, je vais vous parler de Mox, pourquoi Mox a disparu, et puis ensuite je vais vous reparler justement du site internet un peu plus en détail, parce que là, c'est surtout la partie produit, mais je vais vous reparler donc de tout ça. Mox a disparu et vous m'avez envoyé plusieurs messages pour me dire, attends, j'arrive plus à y accéder, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout ça, est-ce que le site va revenir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la disparition de Mox et l'apparition de surlereservoir.fr c'est corrélé. Je m'explique. Dès le début, je vous avais dit, voilà, je veux faire un site qui va accompagner l'émission de podcast où dessus, j'y mettrai tout un tas de choses. Et on s'était dit, bon, il y a Mox qui permet de faire des road trips, de se faire suivre, en plus donc de s'enregistrer directement en ligne, d'enregistrer ses road trips en ligne avec ses traces, gérer ses traces, le mode sentinelle, machin, tout ça, de poster ses road trips avec les photos et ainsi de suite, les traces téléchargeables, blabla, enfin bon, voilà, on va pas revenir dessus. Et le site avait pas mal de trafic, mais c'était unilatéral, dans le sens où vous pouviez consulter les carnets de voyage des gens et vous pouviez aussi poster vos propres voyages. Donc le but, c'était d'avoir une sorte de cercle vertueux où les gens postent leurs voyages, les autres consultent, pourquoi pas les téléchargent, les améliorent, les modifient, bref, c'était avoir une espèce de roulement. Et on s'est aperçu en fait qu'il n'y avait aucun roulement. Vraiment, soit les gens s'en servaient pour juste utiliser le mode sentinelle, utiliser le suivi, la gestion des traces et tout pour se faire des archives, ou soit juste consulter. Et beaucoup de gens venaient consulter les sites, regarder un petit peu les trajets, les articles de blog, machin, tout ça. Mais il n'y avait pas spécialement d'activité, il n'y avait pas ce roulement. Donc on a laissé ça tourner pendant une bonne année, une année et demie. On a regardé les datas, on a analysé et tout, et puis on s'est dit que, bon, est-ce que on essaye d'injecter de la pub, faire la promotion et tout pour que les gens continuent à utiliser ce truc-là, mais tel qu'on l'avait prévu, ou est-ce que, à un moment donné, on arrête et puis on fait autre chose avec sur le réservoir. Et donc, sur le réservoir, on se disait, dans ce cas-là, pourquoi pas faire un carnet de voyage dédié au roadcast, à l'activité de l'écho sur le réservoir et tout ça, directement sur ce site-là, sur le réservoir.fr. Et puis, au lieu de le faire sur Mox, on le fait sur le réservoir.fr, puis Mox, on l'archive. Et en fait, on s'est rendu compte, en analysant, alors je vais utiliser un terme qui n'est pas le bon, mais en analysant la concurrence, entre guillemets, ce qui est pas vrai, c'est pas de la concurrence, parce que nous, on commercialisait absolument rien là-dedans. En regardant par exemple Cap2Cap, Visu GPX, des sites comme Greg, l'apprenti voyageur qui vend des traces avec des carnets de voyage et tout. Et en fait, on s'est aperçu que c'est pas un truc qui fonctionne du tout. C'est-à-dire que les gens aiment bien consulter, lire des histoires, lire des carnets de voyage, mais de là à aller télécharger le GPX, le prendre, le refaire, machin, tout ça, c'est 0,1% de l'audience. Donc, ça vaut pas le coup. Pourquoi ? Parce que derrière un serveur, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un site internet, il y a quand même des frais. C'est pas gratuit pour la personne qui le fait. Faut payer l'hébergement, faut payer le nom de domaine. Et puis, si la personne qui s'occupe du site ne fait pas ça gratuitement, faut la payer aussi. Ça a un coût. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que chaque site internet qui soit mis en place rapporte au minimum ce qu'il coûte. Voilà, c'est pas compliqué.
Donc par exemple, Mox, ce qu'on voulait, c'était que au moins le trafic généré par Mox soit redirigé vers quelque chose qui permette d'absorber un peu les coûts de fonctionnement. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas du tout été le cas, hein. Mox nous a coûté de l'argent, mais nous, si ça nous coûte de l'argent, mais qu'en même temps il y a du trafic, que les gens s'en servent et tout, ça nous pose pas de problème, parce que voilà, on sait que derrière, c'est une sorte d'investissement. Et sauf que là, à un moment donné, on s'est dit: «Bon, on va pas non plus continuer comme ça parce qu'on va pas faire des sites et puis juste payer, dans le vent, quoi, pour, qu'il y ait pas, que pour en plus pas que ce soit utilisé comme prévu». Ce qui fait que, bah, sur leréservoir.fr au début, qui devait être une sorte de carnet de voyage, de la partie blog et tout ça, bah, ça, on a dit: «Bon, bah, on va rien faire tant qu'on ne trouve pas une solution qui soit, viable, pas, tant qu'on trouvera pas quelque chose qui nous intéresse à mettre en place». Donc c'est pour ça que le site sur leréservoir.fr a mis pas mal de temps à arriver, parce qu'il y a eu Mox. Après Mox, on a décidé de l'archiver parce qu'on s'est dit: «Bah, si les gens ne l'utilisent pas comme prévu, bah, autant pas continuer à dépenser de l'argent et de l'énergie, là-dedans». Sachant qu'on fera pas changer, les gens pour son utilisation parce que, les collègues nous montrent que, bah, voilà, c'est lié au mode de consommation. Donc on a mis ça un peu en stand-by. Et puis, avec l'évolution du podcast Les couilles sur réservoir, avec, tout ce qui est arrivé, le Roadcast, avec, le road trip, la nouvelle moto, les petits équipements, le petit merch qu'on a commencé à se faire un peu à gauche, à droite comme ça, histoire de dire: «Tiens, on va commencer à marquer un petit peu le coup sur la communauté et tout». Bah, à un moment donné, naturellement, les gens avec qui on travaillait, on commençait à discuter avec eux, puis on s'est aperçu que, eux avaient utilisé les réseaux sociaux, avaient un site internet, mais voilà, c'est des artisans. Puis pour nous, les artisans, d'abord, ils passent 99 du temps à gérer leur boulot, leurs clients, leurs produits, tout ça. Et dans le 1 restant, c'est, la vie de famille, la compta, tout ça, puis un peu de communication, quoi. Donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, leur offrir notre expertise là-dedans» et de leur dire: «Bon, bah, écoutez les gars, on bosse ensemble depuis un certain moment, ça marche bien et tout, la preuve c'est que ça continue. Est-ce que, si on fait un site, une plateforme où on vous offre la possibilité, bah, de venir dessus, pour, vendre vos choses, parler de vous, faire connaître et tout, est-ce que ça vous intéresse?» Et puis, bah, on a commencé à engager le dialogue là-dessus, puis c'est là où les réponses favorables sont arrivées. Donc il y en a qui nous ont dit tout de suite oui, comme, bah, par exemple Christine Sellery, qui nous a dit oui tout de suite, et puis il y en a d'autres qui nous ont dit: «Bah, écoutez, ouais, par contre, on verra peut-être un petit peu plus tard parce que, bah, là, en ce moment, c'est l'été, machin, tout ça». Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé, l'été, de façon à laisser le temps aux gens, aux artisans, aux artistes, aux designers et tout, bah, de leur côté, de se préparer, et puis nous, de notre côté, d'avoir un outil qui commence à rouler, et puis leur proposer un outil qui soit vraiment utile, fiable, qui soit facile à utiliser et tout, et donc ça nous laisse aussi le temps de corriger toutes ces petites erreurs qu'on a évidemment dès le lancement. Donc, on est parti là-dessus, et puis en même temps, on s'est dit: «Bah, même nous, ça nous permettra comme ça de pouvoir, vendre ces trucs que vous me demandez». Je me suis fait des pièces imprimées en 3D que j'ai designées et tout, puis vous m'avez envoyé un message en me disant: «Ah tiens, est-ce que tu le vends? Parce que j'en aurais besoin, machin». Donc je vous cache pas qu'il y en a, il y a eu des trucs gratuits qui ont été envoyés, voilà. Donc c'est aussi l'avantage des fois de me contacter en privé. On discute et puis je lui dis: «Ouais, bah, vas-y, je te l'envoie, moi ça me coûte rien, voilà, je peux te faire ça vite fait, puis je te l'envoie et puis c'est bon, quoi». Et sauf que derrière, on s'est dit: «Ouais, mais on n'a pas envie de faire juste qu'un site de vente en ligne». Voilà, on n'a pas envie que sur le réservoir ne soit qu'un magasin. Donc on a continué à réfléchir, on s'est dit: «Bon, on veut une plateforme, accueillir des gens qui veulent contribuer, à l'artisanat, de la moto, du sport mécanique et tout ça, mais on veut aussi que ce soit un endroit où on puisse, consulter des choses qu'il n'y a pas ailleurs». Et étant donné que moi, depuis un moment, avec le Roadcast, je filme tout un tas de choses, je commence à faire du montage vidéo et tout, là je m'y mets. Je me suis dit: «Bah, autant diffuser tout ce contenu multimédia sur leréservoir.fr plutôt que de le diffuser sur les autres plateformes». Parce que je ne veux pas que ce soit public. Je veux que ma communauté qui me suit, comme je vous ai dit depuis le début, qui me fait cet honneur de consommer mon travail et d'apprécier ce que je fais, en plus de le consommer, eh bien, reçoivent en gros en remerciement ce contenu qui lui soit entièrement dédié. Donc pour ça, on s'est dit: «Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que tout le contenu multimédia qui est actuellement tourné et tout, ne sera posté que sur le site, sur leréservoir.fr». Alors, ça sera posté sur YouTube, mais en non référencé, donc personne d'autre ne pourra, consulter ça qu'en dehors des personnes qui auront le lien, de ces vidéos-là. Et puis, on a ajouté un dernier truc où là, c'était
donc la partie podcast, où on s'est dit, bon, bah, en même temps, on va ajouter des sortes de backstage, des podcasts avec des podcasts un peu des petits épisodes exclusifs, agrémentés de tout un tas d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que sur le réservoir.fr, la tagline est devenue podcast, shop, lifestyle, puisque c'est en gros les trois parties que vous retrouvez sur le site. Podcast, parce que à l'origine, c'est quand même le podcast Écoute sur Réservoir. Ça reste un podcast où vous allez avoir justement ces petits épisodes bonus qui vont arriver au fur et à mesure, qui ne seront disponibles que pour les membres. Vous avez la partie shop où là, vous avez la possibilité de pouvoir acheter justement tous les produits que nous, on utilise, donc les choses que nous, on développe, on fabrique ou qu'on fait fabriquer par d'autres ou qu'on achète à d'autres, tout simplement. Voilà, et c'est pas de l'influence ou quoi, simplement, c'est des trucs, ça fait une dizaine d'années, on travaille déjà avec eux avant même que je fasse de la moto. Donc voilà, c'est ni plus ni moins qu'une continuité. C'est juste vous dire, bah là, nous, ça, on sait ce que ça vaut. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas grand-chose sur le magasin, parce que quand on met quelque chose en vente, on sait que c'est un truc, quand vous allez l'acheter, vous ne reviendrez pas pour nous dire, au bout d'une semaine ou deux, c'est de la merde. On sait très bien que vous reviendrez dans 6 mois en nous disant, je m'en sers tous les jours et c'est incroyable. Donc voilà. On est là-dessus. Et d'ailleurs, petit fun fact, ça faisait longtemps dans cet épisode, les porte-monnaies en cuir qui sont à vendre, que l'on fait avec Christine Sellery, c'est des porte-monnaies qui sont faits depuis 10 ans maintenant. Et si vous allez sur la page Facebook Christine Sellery, elle a posté justement un post comme quoi les porte-monnaies en cuir, on pouvait maintenant les acheter en ligne. Et dans les commentaires, il y en a un qui dit, bah tiens, moi j'ai le mien depuis X années et je m'en sers tous les jours. Donc je vous raconte pas de bêtises, vous avez juste à regarder les réseaux sociaux et voilà, les témoignages sont là, quoi. De toute façon, c'est du cuir. À partir du moment où vous faites quelque chose en cuir, si c'est bien fait, ça vous survivra, c'est évident. Bref, donc c'est pour ça, on s'est dit shop, et puis ensuite on a la partie lifestyle, et la partie lifestyle, c'est pour ça qu'on a créé le Crew Douteux. Et donc le Crew Douteux, c'est le nom qu'on a donné, le nom qu'on vous a donné, entre guillemets, à la communauté, aux membres. Donc au moment où j'enregistre là, jusqu'à la fin de l'année, vous avez la possibilité d'avoir votre abonnement Crew Douteux gratuitement pendant 6 mois. Je vais revenir là-dessus. Oui, c'est payant, mais attendez, écoutez. Donc vous pouvez avoir cet abonnement gratuit, et cet abonnement, en fait, il vous donne accès déjà à 2 magazines, Playboy et Bikes UK, voilà, ce qui est pas rien parce que c'est plutôt sympa, on va pas se le cacher. Sachant que Bikes UK, c'est le magazine le plus tiré en Europe sur la moto, devant tout le monde. Voilà, c'est la référence depuis des années. Et on m'a dit, oui, on m'a dit aussi à propos des magazines, on m'a dit: «Est-ce que tu vas mettre des magazines français à disponibilité des membres?» Donc la réponse est non, pour la simple et bonne raison, c'est que la presse française a déjà pas mal de difficultés, donc c'est pas la peine d'en ajouter. Pour continuer avec les avantages du Crew Douteux, il y a également des promotions et frais de port gratuits. Alors, je vais vous expliquer quand même vite fait. Les promotions, ça dépendra en fait des vendeurs, puisque les vendeurs qui viennent vendre sur le réservoir, eux, des fois, ne peuvent peut-être pas se permettre de faire des promotions parce qu'ils ont des prix qui sont déjà assez bas. Mais on essaiera quand même avec eux de faire, pourquoi pas, un package avec des articles d'un petit peu tout le monde. Et puis, ça sera sur le réservoir qui prendra sur sa marge pour vous offrir cette promotion-là, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter sans être pénalisé. Mais après, concernant les articles sur le réservoir, si vous faites partie du Crew Douteux cet hiver, je vous le dis déjà, vous aurez des avantages d'un point de vue tarifaire. Mais pas que, il y aura aussi des frais de port gratuits. Pareil, les frais de port sur la plateforme, c'est sur le réservoir qui les prend en charge, quel que soit le vendeur. C'est un peu comme Amazon. Mais bon, ça, au pire, si vous êtes vraiment intéressé pour vendre sur le réservoir, vous me le dites, puis on en reparlera plus en détail. Mais l'avantage d'avoir justement le contrôle des frais de port, c'est que justement, ça nous permet de pouvoir les offrir. Donc là, on est en train de regarder ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore en place. C'est aussi pour ça que le Crew Douteux est gratuit, hein. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore la totalité de tous les avantages. Ça vient petit à petit. Mais pour ceux justement qui prendront cet abonnement-là durant les prochains mois, à partir de fin de l'année, début de l'année prochaine, vous bénéficierez de tous ces avantages-là. Également, et je vais terminer cet épisode avec ça, je vais pas non plus trop spoiler parce que vous m'avez demandé plus de surprises et moins de teasing, donc je vais respecter ça. Mais également, vous aurez accès à deux multimédias. Le premier, ce sera des podcasts déjà en avant-première, et aussi des podcasts exclusifs.
c'est-à-dire que vous aurez des petits épisodes comme ça qui seront strictement réservés aux crews douteux, concernant tout un tas de petits sujets et tout. Souvent, ça tournera vraiment autour de la communauté, autour de ce qui se passe en ce moment et tout ça. Des fois, peut-être des infos, des questions, des sondages, bref, tout un tas de choses, ou peut-être juste, on vous parlera de nouveaux produits qu'on est en train de lancer, de nouvelles choses. Peut-être des fois, on vous demandera si vous voulez essayer des trucs qu'on veut mettre en place. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Et également, dernière partie, la partie vidéo qui est actuellement tournée. Là, je suis en train d'éditer une première vidéo qui sera disponible uniquement que pour le crew douteux. Donc, comme c'est marqué sur le site, en fait, le crew douteux, vous aurez une carte virtuelle avec un QR code. Et à partir du moment où vous êtes adhérent, vous avez cette carte qui vous est attribuée. Et donc, sur cette carte, en fait, à chaque fois qu'un nouveau contenu sera disponible, il vous sera notifié directement. Vous recevrez un petit email, une petite notification qui vous dira tiens, nouveau contenu dans le crew douteux. Vous pourrez aller consulter directement ce que c'est. Est-ce que c'est une promo? Est-ce que c'est un nouvel épisode de podcast, de vidéo, un nouveau magazine ou je ne sais quoi? Et sur cette carte-là, il y a un QR code et ce QR code vous permet de partager le contenu avec vos proches. Donc à partir du moment où vous faites partie du crew douteux et que vous voulez partager votre contenu facilement, gratuitement aussi, eh bien, vous avez juste à faire scanner votre carte et la personne aura directement accès au dernier contenu qui a été mis en place par le crew douteux. Voilà. Je pense que c'est quand même pas mal. Voilà, sachant que alors et là, je vais y venir aussi parce qu'il fallait que je vous en parle. Je vous dis depuis le début que le crew douteux est gratuit, là, en ce moment, pendant 6 mois et tout ça. Sous-entendu, évidemment, c'est un abonnement payant. Mais attention, comme je vous ai dit, les couilles sur le réservoir, on est en autoproduction. On s'autofinance. Donc en gros, on finance l'émission, on finance tout ce que vous voyez, le site internet, les produits, machin, tout ça, c'est financé avec l'argent de la compagnie qui est propriétaire de la marque sur le réservoir et de la production Zero SDEV. Et donc, ce qui fait que à partir de ce moment-là, c'est une charge, puisque pour l'instant, sur le réservoir n'est pas rentable. Ça coûte plus cher que ce que ça rapporte. Donc le but, c'est de ne pas être rentable, c'est pas ce qu'on recherche immédiatement. Un jour, peut-être, ça serait quand même intéressant que ça ne fasse pas que coûter de l'argent, parce que dans le monde entrepreneurial, c'est un business model qui existe, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même faire évoluer la chose. Le but, comme je vous ai dit, en fait, c'est au moins de payer tout ce qui est serveur, tout ce qui est vraiment la partie technique, et aussi de pouvoir engager les gens. Si on fait des abonnements qui sont gratuits, les gens vont les prendre, mais ne vont pas s'investir dans le contenu qu'on va mettre. Je sais que vous, si vous écoutez les épisodes bonus et tout, vous êtes quand même pas mal maintenant à faire ça. C'est que vous êtes vraiment investi, vous êtes intéressé, et puis vous avez envie de rebondir à chaque fois sur ce qui est produit. Et donc on s'est dit on va mettre quand même un abonnement symbolique, puisqu'on est à 99 centimes par mois. Il n'y a aucun engagement, rien. Si vous prenez un abonnement mensuel, vous êtes engagé sur le mois, et c'est tout. À la fin du mois, ça s'arrête, et si vous ne renouvelez pas manuellement, vous n'avez plus d'abonnement. Voilà, donc déjà au moins là-dessus vous êtes tranquille. Ce qui fait que pour un abonnement de 99 centimes, si vous passez une commande, vous pouvez économiser quasiment 6 € de frais de port. C'est pas dégueulasse. Donc vous vous y retrouvez quand même vachement. Nous, ça nous permet derrière de pouvoir justement assumer la partie technique, d'avoir un engagement parce que on sait que quelqu'un qui va payer quelque chose, même si c'est symbolique, il va le consommer. Enfin, en tout cas, on espère, en dehors des abonnements, des abonnements sportifs, puis encore, je pense que ça change. Et donc après, on a fait d'autres échéances. On a fait 6 mois et 1 an, puis je crois que l'année allait à 10 € et des bananes. Ce qui fait que, d'ailleurs, il faudrait que je regarde, normalement, j'espère que le prix est cohérent sur 1 an, mais à vérifier. Je me pose la question maintenant, je sais pas, j'ai un trou. J'ai un doute, un vieux doute. Laissez un petit email quand même. Mais voilà, juste pour vous dire que même si vous prenez 1 an, sur 1 an, vous faites 2 commandes avec les frais de port gratuits. Votre abonnement, il est rentabilisé, sachant que vous avez après tous les autres avantages. Le contenu vidéo, parce que le contenu vidéo, ça sera privé. Il y aura vraiment strictement rien de public. Vous avez les magazines, et puis il y aura aussi tout un tas de choses à côté. Je vous dis, il y aura des tarifs préférentiels sur des packs. Là, on est en train de bosser sur un pack hiver. J'allais spoiler tous les produits dans le pack hiver. Donc, il y a un pack hiver avec tout un tas de produits. Et évidemment, il y aura un prix pour public et un prix pour les membres.
Donc c'est pour ça, on s'est dit on va mettre un petit abonnement quand même payant pour éviter que ce soit vraiment l'anarchie et derrière, par contre, ça je vous le garantis, le prix ne bougera jamais. C'est pas une stratégie à la Netflix ou quoi, on vous donne un truc à prix cassé puis après on vous monte le prix à pu en finir, pour vous prendre en otage. Pas du tout, là ça ne bougera pas et j'en veux pour preuve la société que l'on gère, qui pratique les mêmes prix depuis 2019. Voilà, donc on fait partie des rares, à ne pas augmenter nos tarifs. Donc on préfère sortir des nouveaux produits à un nouveau prix avec, des nouveaux trucs, plutôt que de prendre des produits qui ont 5-6 ans et puis de faire, 1,5 dessus. C'est ce qui est, ridicule. Voilà. Bon, je pense qu'on a, quand même pas mal fait le tour. J'avais prévu de vous parler vraiment de pas mal d'autres choses et finalement, au vu des derniers messages que j'ai eus, justement, où vous me disiez, on parlait de l'épisode anniversaire justement entre vous, parce que là, je vous dis, hein, je répartis le montage et la production de cet épisode sur plusieurs jours. Et là, je discutais encore avec vous et vous me disiez vraiment, Doud, essaye de nous faire un peu plus de surprises plutôt que de nous utiliser des trucs. Donc là, j'ai mon téléphone qui est plein de photos, de vidéos, de tout un tas de choses qui doivent arriver et bah, vous ne le verrez pas. Voilà, vous verrez ça fin de l'année. Ce qui fait que j'avais prévu quand même de vous parler de ces quelques petits trucs que j'avais prévus justement pour vous fin de l'année, début d'année prochaine. Et étant donné que vous avez été une majorité à me dire non, on veut avoir la surprise, bien vous aurez la surprise. Sur ce, j'en ai fini avec cet épisode final. Maintenant, j'ai hier enregistré un épisode bonus qui devait être l'intro de cet épisode-là depuis la moto on-board parce que ça y est, maintenant je peux faire ça. Je suis très satisfait d'avoir pu réussir cet exploit technique. Allez l'écouter si ce n'est pas fait. Normalement, il a dû sortir avant cet épisode-ci. Et alors que je l'ai enregistré quasiment après, mais voilà ce que je vous expliquais au début. Mais voilà, moi je vais me prendre un petit break, un avion, histoire de faire remonter un peu mon bilan carbone qui ces temps-ci stagné. Direction une petite plage au soleil où je peux me faire masser et nourrir tranquillement. Et puis on se retrouvera bientôt. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je ne déserte pas non plus Instagram. Le Crew Douteux, allez-y, vous allez avoir des choses qui vont arriver très bientôt également. TikTok, je ne vous encourage pas à aller sur cette plateforme de merde. Et maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est merci encore d'être là. J'ai hâte d'entamer cette 3e année avec vous. Parce que là, en plus, on va avoir vraiment du concret. Donc, ça va être super chouette. Maintenant, je vous laisse. Moi, je fais ma valise. Pour ceux qui reprennent le travail, eh bien, écoutez, bon courage les gars. Je penserai à vous avec mon petit morito. Et sur ce, des bisous. Et comme disait Valérie, au revoir. Story, there's more to life than jazz and bars. So plop your ass down in the sand and look up at the stars. And if you're feeling homesick, bring a showgirl or two. Toss them out a volleyball and hey, enjoy the view. What's that? That's a shell. That's what your little sister's gonna come out of when I date her. You understand what I'm saying, Pum? Oh, those things swimming out there? Hey, that's dolphin. You know, flipper. That's what they make the tuna sandwiches out of. Make them taste good. They sell them at the deli. You know what I'm talking about?